Donc, bonjour à tous, moi je suis Victor Wallman. Donc, en effet, je travaille en rythmologie des cardiopathies cognitives adultes et également pédiatriques. Je travaille à l'hôpital Pompidou et à l'hôpital Necker. Et je vais essayer de vous... Ah, vous êtes en mode présentateur, vous? Ouais. Je crois que j'ai changé alors que c'était sous je crois. Voilà. Merci. Donc, je vais essayer de vous faire un peu un condensé dans ces 2 heures ou peut-être un petit peu moins sur la rythmo-cognitale et pédiatrique. N'hésitez pas à m'arrêter. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou pas tellement, mais on va essayer de revoir les grands aspects. On va commencer par la stimulation, la défibrilation et ensuite les arythmies et les ablations. Je peux m'arrêter. Enfin, peut-être me le rappeler à un moment donné, mais je peux m'arrêter. D'accord. Donc, ouais, on va commencer par la stimulation, ensuite la défibrilation, les arythmies, les ablations et éventuellement quelques cas cliniques à la fin si on a le temps. Quelques mots d'introduction pour vous expliquer pourquoi c'est un problème significatif les arythmies dans cette population. Vous le savez, je pense trop bien maintenant, les congénitaux adultes ils sont en pleine augmentation. Depuis les années environ 2000, il y a plus d'adultes que d'enfants maintenant qui sont suivis pour une cardiopathie cognitale et cette tendance, elle s'accentue. Il y a maintenant, en fonction des pays, 2 à 3 fois plus d'adultes que d'enfants. Et à droite, c'est une étude qui reprenait un peu les motifs d'hospitalisation en urgence des patients congénitaux avec différents types de cardiopathie de 1 à 8. Et comme vous voyez, en orange, c'était les motifs rythmiques de prise en charge en urgence. Donc, ça représentait la principale cause d'hospitalisation en urgence de ces patients congénitaux. Pourquoi ils font beaucoup d'arythmies? Il y a tout un tas de facteurs qui contribuent. Premièrement, en fonction des cardiopathies, on peut avoir certains substrats qui prédisposent aux arythmies. À gauche, par exemple, c'est un BAV congénital fœtal. Bien sûr, ce sera le principal déterminant dans la plupart des cardiopathies, c'est la correction chirurgicale qui va favoriser la survenue des arythmies. Et ensuite, on a en plus un remodelage progressif qui va s'additionner à ce substrat et ces cicatrices chirurgicales qui vont faire que ces patients présentent vraiment beaucoup d'arythmies. Donc, on commence par la stimulation. C'est pas forcément la partie la plus marrante, mais je pense que c'est important de la traiter quand même. Globalement, est-ce que c'est un problème significatif, la stimulation chez ces patients? Oui, on va le revoir ensemble. Quels sont les patients qui sont plus sujets à avoir une indication de stimulation à un moment donné dans leur vie? Vous savez, il y a 2 grandes indications, soit la dysfonction sinusale, soit les troubles de la conduction atrioventriculaire. Pour ce qui est de la dysfonction sinusale, on a là encore une fois certains substrats qui sont prédisposés à faire des troubles de la conduction à l'étage atrial. Et on a ensuite la chirurgie cardiaque qui peut prédisposer ça également. En termes de substrats anatomiques, on en a certains comme typiquement l'isomérisme gauche. On peut avoir en gros, si on est très schématique, 2 oreillettes gauche avec pas de nœud sinusal et donc une dysfonction sinusale, on va dire congénitale. Et après, en termes de chirurgie cardiaque, là, il y en a plein. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais en gros, plus le tissu atrial est remodelé par l'importance des cicatrices chirurgicales, plus on peut avoir des dysfonctions sinusales. C'est très classique dans les switches atriaux, les Mustard lessening. Également dans les ventricules uniques sur les oreillettes très malades, ça peut donner ça. Et post-chirurgie de sinus venosus, on peut également avoir des lésions du nœud sinusal avec donc des dysfonctions sinusales qui sont assez fréquentes chez ces patients. Pour le BAV, c'est à peu près pareil. On a certains substrats qui sont prédisposés de base à faire des troubles de la conduction atrioventriculaire et on a également tout un tas de chirurgie cardiaque qui prédisposent. Les classiques en termes de substrats anatomiques qui prédisposent aux troubles de la conduction atrioventriculaire, c'est évidemment le BAV congénital, mais on y reviendra dessus, ou plutôt c'est Alice Maltret qui vous en parlera cette semaine un peu plus tard. La double discordance également, qui est un classique avec des troubles de la conduction qui sont très fréquents de par des voies de conduction qui sont mal placées et donc qui sont sujets à faire des BAV. Et puis après, il y en a d'autres. On ne va pas tous les détailler. Et pour ce qui est de la chirurgie cardiaque, là, je vous ai remis une étude assez large qui reprenait 100 000 patients congénitaux opérés aux États-Unis et qui reprenait globalement l'incidence d'implantation de pacemaker post-chirurgie chez ces patients-là. Qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Que globalement, on s'est largement amélioré parce que les taux d'implantation de pacemaker étaient très élevés il y a encore, on va dire, quelques décennies. Et maintenant, vous voyez, en moyenne, on est environ à 1% d'implantation de pacemaker pour du BAV complet post-chirurgie cardiaque, avec néanmoins des incidences qui varient beaucoup en fonction de la chirurgie. Vous voyez, par exemple, en haut, le double switch, on avait 15% d'implantation de pacemaker. D'accord. Et ça dépend fortement des chirurgies. Mais globalement, on est à peu près à 1% d'implantation de pacemaker post-chirurgie.
Si on reprend quelques grandes populations, là, c'est des grandes séries qui regardaient de façon transversale, donc c'est pas l'incidence de pacemaker au cours de la vie, mais c'est un instant T. Si on prend toute la population des phallos, des doubles discordances et ainsi de suite qui sont suivis, vous voyez le taux d'implantation de pacemaker qui varie quand même de 8% pour les phallos, 10% pour les doubles discordances, un quart des patients pour les switch atriaux et environ un patient sur 5 pour les ventricules uniques. Donc c'est quand même une prévalence d'implantation de pacemaker qui est assez énorme et auquel vous serez forcément confronté quand vous allez prendre en charge ces patients. Alors, une fois qu'on a vu quels sont les patients qui sont plus sujets à avoir ces pacemakers, quelles sont les indications de mettre des pacemakers chez ces patients-là? On a pas mal de recommandations différentes en fonction des sociétés, on va dire de congénitales, de rythmologie, tout ça. On a quand même ces deux papiers qui sont faits par on va dire des experts en rythmologie qui sont, je pense, les papiers auxquels il faut se référer. Et en termes d'indications, globalement, ce ne sera pas très différent aux indications de pacemaker chez l'adulte classique, si ce n'est pour le BAV congénital qui a des indications très spécifiques que je vous ai remises ici. Alors, de toute façon, dans tous les troubles de la conduction, c'est les symptômes qui vont souvent… enfin, en tout cas, si le patient est symptomatique, il n'y aura pas tellement de questions à se poser, on devra mettre un pacemaker. Donc, ensuite, les autres indications viennent principalement pour les patients qui sont asymptomatiques. Et dans ce cas-là, quelles sont les indications potentielles? C'est les patients avec du BAV congénital. Et un de ces paramètres-là, en sachant que le paramètre le plus souvent atteint par ces patients-là, c'est une fréquence cardiaque moyenne à 50 battements par minute. Mais il y a d'autres critères qui surviennent et qui parfois nous poussent à mettre des pacemakers. Ça peut être un rythme d'échappement à QRS large, des arythmies ventriculaires, une dysfonction ventriculaire qui apparaît liée à la bradycardie ou alors un intervalle QT qui est très prolongé. Ensuite, le reste, c'est un peu plus anecdotique dans le sens où les perturbations hémodynamiques, globalement, le patient, on ne peut pas dire qu'il est asymptomatique s'il a des perturbations hémodynamiques. En termes de prévention des arythmies atriales, on y reviendra. C'est vrai que ça peut être le cas parce que certains patients qui sont très lents font des arythmies atriales. Donc parfois, ça peut être une indication de mettre un pacemaker pour limiter les risques d'arythmie. Mais ça reste une indication relativement rare. En termes de programmation, est-ce qu'il y a des spécificités? Je vais passer rapidement là-dessus. Vous connaissez, ou pas d'ailleurs, mais on en reviendra plus tard, l'ATP, la stimulation antitachycardie qui permet d'arrêter par exemple une arythmie ventriculaire en stimulant le rythme un peu plus vite que la tachycardie. Ça existe également dans l'oreillette, quelque chose qui est très très peu utilisé en pratique, mais qui peut être assez utile chez les patients congénitaux parce qu'ils font plus d'arythmies organisées que les non-congénitaux. Quand je dis arythmie organisée, c'est une arythmie régulière qui peut être arrêtée par justement une stimulation rapide comme ça dans l'oreillette versus une arythmie non organisée comme la fibrillation atriale où ça ne pourra pas marcher. Après, c'est important chez ces patients-là d'utiliser des algorithmes un peu spécifiques qui permettent de limiter la stimulation, c'est-à-dire de mettre ces algorithmes qui permettent de stimuler le patient que quand le patient a besoin d'être stimulé et pas en permanence. Et ça, c'est important pour différentes raisons parce qu'on sait que la stimulation qui n'est pas indispensable peut être délétère et long cours et surtout pour économiser la batterie chez des patients qui vont être appareillés pendant plusieurs décennies. Et dernière chose, probablement la plus importante, c'est vraiment capital de comprendre que ces patients ils sont jeunes et donc actifs et qu'on doit adapter forcément nos réglages à ces patients, notamment si on prend les réglages un peu d'usine des pacemakers, ils sont souvent, on va dire, bridés à 130 ou 140 par minute. Et ça ne pose pas tellement de problème quand on le met chez des personnes âgées. Mais chez les jeunes qui font beaucoup d'efforts, c'est très limitant parce que si à l'effort à 130 ou 140, il s'arrête, il ne va pas pouvoir il sera très gêné à l'effort. Et donc, parfois, on a en plus des pacemakers qui peuvent fonctionner un peu bizarrement à l'effort. C'est des choses un peu techniques que je ne vais pas forcément vous expliquer. Mais en tout cas, quand on a des symptômes à l'effort un peu particuliers chez un patient qui a un pacemaker, faut pas hésiter à faire une épreuve d'effort pour comprendre, voir si le pacemaker il réagit bien, il s'accélère bien. Et parfois, on a des surprises. Et on doit faire des petits ajustements pour que le patient soit bien. Pardon. Alors ensuite, comment on stimule ces patients-là? Globalement, c'est les mêmes outils que les patients non congénitaux, mais on a quand même certaines problématiques à surmonter qui font qu'il y a quand même certaines choses à gérer chez ces patients-là. Comme souvent chez les patients congénitaux, et on le reverra pour les ablations, on a pas mal de problématiques d'accès vasculaire pour différentes raisons. Soit comme à droite, parce que l'anatomie ne nous permet pas spécialement d'accéder aux cavités intracardiaques, comme par exemple ici à un fontan. Et également parce que ces patients, ils ont soit des anomalies congénitales du retour veineux, parfois, je sais pas, un retour azygos ou une veine cave supérieure gauche, des choses comme ça, ou alors des anomalies acquises parce qu'ils ont des longues histoires chirurgicales ou réanimatoires. Et donc, on peut avoir souvent des occlusions veineuses qui compliquent un petit peu la tâche.
Comment on fait chez ces patients-là? On a différentes solutions. La première étant l'implantation de pacemakers épicardiques. On a souvent recours à ça, mais c'est pas parfait non plus. On le reverra plus tard. Le problématique des pacemakers épicardiques, c'est qu'on a plus de dysfonction de sonde que les pacemakers endocavitaires. On a plus de fractures de sonde et donc plus de réintervention sur les pacemakers. Et par ailleurs, on a souvent des seuils de stimulation qui sont plus élevés, donc des pacemakers qui vont durer moins longtemps. Ensuite, il faut savoir trouver des solutions et notamment travailler avec ses collègues les vasculaires ou les choses comme ça pour parfois surmonter des sténoses ou des choses comme ça ou des occlusions pour pouvoir mettre justement du matériel endocavitaire. Et puis après, il y a des choses un peu plus originales. On peut mettre des pacemakers par voie iliaque, même si c'est rare et il y a certaines complications un peu spécifiques. Et bien sûr, il y a le pacemaker sans sonde que vous connaissez, qu'on utilise de plus en plus, qui n'est pas encore parfait, mais qui, chez ces patients qui ont des problématiques d'accès vasculaire, peut être une solution intéressante. Et après, il y a des équipes qui font des choses très originales. Ça peut être utile, mais il faut quand même bien peser les indications sur des choses un peu compliquées. Là, en l'occurrence, c'était un Fontan extracardiaque. Je ne sais plus pourquoi les auteurs ne voulaient pas mettre un pacemaker épicardique, mais en gros, ils sont allés faire une ponction transseptale par voie haute ici pour mettre ensuite une sonde endocavitaire. Voilà, c'est des choses un peu particulières, mais il faut savoir réfléchir dans vraiment des situations où on est un peu bloqué à des choses un peu originales parfois. En termes de problèmes vasculaires, quelque chose qui est assez fréquent chez les congénitaux adultes, notamment chez les switch atriaux, c'est d'avoir, alors je ne sais pas si c'est une vidéo, non. En gros, là, c'était un patient qui avait un switch atrial, chez qui on voulait rajouter une sonde, et comme vous voyez ici, alors géographie, il y a vraiment une vraie sténose du chenal. La problématique, bien sûr, c'est que si vous rajoutez une sonde, vous risquez d'occlure ici le chenal. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller faire de la place avant. Une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas aller mettre un stent ici autour de la sonde parce que vous allez coincer la sonde contre la paroi et si un jour il y a une infection ou une chose comme ça, vous ne pourrez plus du tout retirer la sonde. Et donc, il faut bien aller extraire, là, c'est une sonde de laser qui permet d'extraire la sonde. Ensuite, aller mettre un stent. Non, c'est pas une vidéo du coup. Ah si, voilà. Vous voyez que c'est bien réouvert après le stent et ensuite aller mettre une nouvelle sonde s'il le faut. C'est vraiment classique dans les switches atriaux et c'est très important de toujours faire une phlébographie avant pour voir s'il y a une sténose ou quelque chose comme ça à traiter avant de rajouter une nouvelle sonde. Donc ça, c'est la nouvelle sonde qu'on rajoute de défilation dans le stent. Voilà. D'autres choses, alors ça, c'est plus pour les enfants. La croissance, c'est quelque chose d'assez problématique dans la stimulation et dans la défilation pour différentes raisons. Notamment, là, vous voyez, c'était un pacemaker qui avait été implanté en endocavitaire chez un petit. Vous voyez que la sonde ventriculaire est totalement tirée, là, elle ne marche plus du tout, parce qu'avec la croissance, tout simplement, elle s'est arrachée. C'est assez équipe dépendant pour savoir, si on met des pacemakers endocavitaires ou épicardiques chez les enfants. On a quand même tendance à mettre beaucoup d'épicardiques parce qu'on a envie d'éviter ce genre de problème et surtout, on a envie de préserver le capital veineux. Parce que si vous mettez des sondes comme ça chez les petits enfants, ils vont rapidement boucher leurs veines et vous aurez plus ces accès plus tard. Une chose également importante, chez tous les patients qui ont un shunt persistant, c'est une contre-indication théorique à mettre des sondes de stimulation ou défilation endocavitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont montré que si vous laissez une sonde de pacemaker ou de défilateur intracavitaire avec un shunt persistant, même si vous les anticoagulez, vous avez quand même un risque embolique 2 fois supérieur aux patients qui n'ont pas de sonde. Donc, si on n'a pas le choix, pourquoi pas? Mais de toute façon, il faut mettre un traitement anticoagulant, mais normalement, c'est plutôt une indication de mettre un appareillage épicardique. Et enfin, vous savez, chez les patients qui ont des problèmes de la valve tricuspide, qui ont été opérés, qui ont une myoprothèse, ou en tout cas qui ont au moins une fuite modérée, on essaye souvent de ne pas passer à travers cette valve pour ne pas aggraver les choses. Dans ce cas-là, on peut être amené, quelque chose qu'on fait rarement chez les patients non congénitaux, à mettre une sonde de stimulation à travers le sinus coronaire, justement pour ne pas passer à travers la valve tricuspide. Et donc ainsi éviter d'aggraver une fuite ou de passer à travers une prothèse qui a été mise en place. Voilà. Quelques mots sur la resynchronisation cardiaque. Je ne sais pas si tout le monde est au clair sur la resynchronisation cardiaque, je refais quand même un bref rappel. Ça consiste à stimuler les deux ventricules en même temps, le ventricule gauche et le ventricule droit, pour améliorer l'hémodynamique. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans les cardiopathies non congénitales. Et finalement, il y a pas mal de choses qui nous font poser des questions sur est-ce que l'efficacité qu'on a démontrée sur ces patients non congénitaux, elle peut être extrapolée comme ça
aux patients congénitaux. Il y a différentes choses qui nous... il y a pas mal de différences avec les patients non congénitaux. Premièrement, on a plus souvent un bloc de branche droit qu'un bloc de branche gauche et on sait que la rosynchro, ça marche mieux dans les blocs de branche gauche. Et surtout, on a des physiopathologies qui sont très différentes. On peut avoir des VD systémiques, des ventricules uniques, des choses comme ça, ce qui fait que c'est un peu compliqué d'extrapoler ces données sans trop se poser de questions. On a un certain nombre d'études qui sont intéressées à la question, avec finalement un niveau de preuve qui est pour l'instant assez faible, pour différentes raisons, notamment parce que c'est des toutes petites séries, parce que c'est des études rétrospectives avec des critères de jugement qui sont parfois un peu subjectifs. Et donc le niveau de preuve est très très faible. Et que disent les recos sur la resynchro dans ce contexte d'évidence qui est quand même assez perfectible. Alors, ces recos sont un peu compliqués à lire, mais je les ai synthétisés comme ça. Finalement, c'est assez simple. Si vous avez un ventricule gauche systémique, vous avez les mêmes critères à utiliser que chez les patients non congénitaux, c'est-à-dire un bloc gauche à plus de 120 millisecondes et moins de 35% de FEVG. Vous avez une indication à mettre une resynchro éventuellement. Pour les autres, c'est-à-dire un VD systémique ou un VU, vous avez toujours ce cutoff de 35% de fraction d'éjection du ventricule systémique, mais il faudrait que vous ayez un bloc à ce moment-là à plus de 150 millisecondes. Ça, c'est vrai donc si vous avez des QRS larges ou alors si vous êtes en BAV permanent ou quasi permanent avec une stimulation plus de 40% du temps et donc des QRS qui seront forcément larges si vous stimulez que dans un seul des deux ventricules. Et après, ces recommandations, elles proposent en grade 2B, donc c'est à considérer mais pas forcément à faire, pour les dysfonctions sévères isolées du ventricule droit sous-pulmonaire, typiquement un phallo qui a un ventricule droit en bout de course, et en classe 2B, de proposer une resynchro chez les patients qui ont un bloc de branche droit et des QRS à plus de 50 millisecondes aussi. Donc la resynchro, je vous disais, c'était mettre une sonde dans le sinus coronaire pour aller stimuler le ventricule systémique en plus du ventricule droit, ou en tout cas du ventricule sous-pulmonaire. Mais c'est pas toujours simple chez les patients congénitaux pour différentes raisons, que je vous illustre notamment à gauche ici. La première, c'est que parfois vous avez des anatomies qui sont incompatibles avec la mise en place de la resynchro par voie endocavitaire, typiquement un fontan. Vous allez arriver avec vos deux sondes par ici, et les deux sondes vont être dans le tube et puis vont descendre dans la veine cave inférieure, donc vous ne pourrez tout simplement pas stimuler le cœur en endocavitaire. Si vous avez un switch atrial, pareil, vous serez gêné pour deux raisons finalement. Parce que le sinus coronaire qui se draine ici, vous ne pourrez pas y avoir accès par voie veineuse parce que vous allez arriver de l'autre côté. Et en plus, ce sinus coronaire, il va drainer le même ventricule auquel vous aurez accès par voie endocavitaire, donc le ventricule droit systémique. Et dernière chose, non, le ventricule gauche, pardon, supplémentaire. Dernière chose, par exemple, les CAV, vous savez, quand ils corrigent la CIA ostium primum, ils mettent un patch pour fermer la CIA ostium primum et parfois, le chirurgien, pour éviter les BAV, il suture le patch en laissant le sinus coronaire qui se draine dans l'oreille gauche. Et donc là encore, une fois de plus, vous n'aurez pas accès au sinus coronaire et donc vous ne pourrez pas mettre une resynchro par voie endocavitaire. Tout ça, ça fait que si on prend les séries publiées sur la resynchro chez les patients congénitaux, vous voyez en bas là qu'on a plus de la moitié des patients qui sont finalement appariés en épicardique ou mixte, c'est-à-dire avec certaines sondes endocavitaires et certaines sondes épicardiques. Je vous montre un exemple ici, et c'est des cas, on est fréquemment confronté à ce genre de problème. Patient qui avait une double discordance en sinus versus lévocardie. On a fait un angioscanner avant parce que c'était un cas un peu compliqué et on voulait savoir si on avait finalement des veines accessibles pour mettre des sondes par voie endocavitaire. Et finalement, le scan nous a répondu qu'on n'aurait rien et donc on ne s'est pas lancé dans une resynchro par voie endocavitaire qui de base allait être compliquée de par l'anatomie. Donc finalement, on a proposé une attitude hybride en mettant, comme vous le voyez ici, une sonde de stimulation dans l'oreillette par voie endocavitaire, une sonde de défibrilation par voie endocavitaire et une sonde tunnelisée en regard du VD systémique antérieur ici pour faire la resynchro. Alors, je vais passer vite là-dessus pour vous dire deux mots sur la resynchro dans le VD systémique. Vous l'avez compris, hein, pour les VG systémiques, finalement, on utilise les données qu'on connaît chez les patients non congénitaux, mais chez les VD systémiques, on a encore un niveau de preuve assez faible. Ça, c'est l'ensemble de la littérature sur les VD systémiques, avec, comme vous le voyez à droite, un nombre de patients inclus à chaque fois entre 8 et 20, et 36. Pardon. Donc, quand même des études assez faibles. Des doubles discordances un peu plus que des switches atriaux. Je vais passer là-dessus. Et surtout, le problème, c'est que on a des définitions très hétérogènes avec certains auteurs qui vont utiliser, par exemple, une amélioration de la capacité fonctionnelle avec la classe NYHA, certains auteurs qui vont
utiliser des paramètres hémodynamiques invasifs, certains auteurs qui vont utiliser la fraction d'éjection. Bref, et je vous présente rapidement une étude qu'on avait fait, qu'on a publiée l'année dernière sur une étude française sur 600 Français. On avait pris, là encore, un critère imparfait, c'était du rétrospectif, un critère mixte avec amélioration de la fraction d'éjection de 10% ou alors une amélioration de la classe NYHA. Sur 85 patients cognitos, on avait 31 VD systémiques avec, vous voyez ici, une majorité de double dissonance et quelques switches à trio, une dizaine. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on avait retrouvé à ce moment-là? Que si on comparait les ventricules gauche systémiques ici au ventricule droit systémique et les taux de réponse à 6 mois, 12 mois et 24 mois, on avait finalement des données qui étaient relativement comparables avec environ 80% des patients qui étaient améliorés. Et ils s'amélioraient sur quoi? Sur à la fois la fraction d'éjection systémique du VD systémique et à la fois sur la classification NYHA. Encore une fois, c'est rétrospectif, c'est totalement imparfait, mais on va essayer de répondre à cette question avec des données un peu plus robustes. Et on lance cette année un PHRC. On va essayer de randomiser ces patients-là justement avec un VD systémique et l'insuffisance cardiaque sévère. On va comparer la resynchro en mettant 3 mois de CRT on, enfin 3 mois de resynchro on et 3 mois off en aveugle et les comparer sur différents critères, notamment des critères un peu objectifs comme l'épreuve d'effort ou le test de marche. Donc, j'espère qu'on aura des réponses un peu plus robustes à donner. Et pour finir sur la stimulation, quelles sont les complications? Et c'est pas négligeable les complications de cette population-là. On s'est mis une étude là avec un peu moins de 300 patients inclus, 12 ans de follow-up. Alors ça c'est pas mal 12 ans de follow-up, mais à l'échelle d'une vie chez des patients qui sont implantés souvent quand ils sont enfants ou jeunes adultes, c'est encore pas énorme. Et pourtant, avec simplement, si j'ose dire, 12 ans de follow-up, on avait quand même 35% des patients qui avaient au moins une complication. Si vous voyez les courbes de survie ici, plus ils étaient à Paris et jeunes, c'est assez logique, plus ils avaient des complications relativement tôt. Et quand vous voyez le taux de survie de patients à 30 ans, vous voyez qu'on comprend facilement que tous les patients quasiment qui auront un pacemaker auront une complication un jour dans leur vie. Et les principales complications, c'était quoi? Comme vous le voyez, c'était des dysfonctions de sonde avant tout, des dysfonctions de pacemaker, des infections, des endocardites. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas négligeable de poser une indication de stimulation chez ces patients-là. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas tellement de discussion d'indication et formelle, mais il faut quand même vraiment se poser des questions parce que c'est sûr, quand vous allez implanter un patient avec un pacemaker ou un défibrillateur, il aura forcément une complication dans sa vie si vous l'implantez relativement jeune. Et après, les auteurs avaient regardé quelles étaient les raisons d'appareiller les patients en épicardique. Je vous disais, il y a des discussions épicardiques endocavitaires. Globalement, c'est souvent la même chose. Plus le patient est jeune, moins on se pose la question en épicardique. Et puis après, parfois, parce que les patients sont appareillés au décours d'une chirurgie ou parce qu'il y a des problèmes d'accès vasculaire, on a tendance à les mettre en épicardique. On peut, chez ces patients-là, de plus en plus souvent, on a tendance à faire des extractions de sonde, c'est-à-dire qu'ils vont être appareillés pendant 20, 30, 40, 50 ans dans un pacemaker. Et comme je l'ai dit, la principale complication, c'est les dysfonctions de sonde. Et donc, au lieu d'accumuler les sondes et d'en rajouter à chaque fois des nouvelles, on a tendance de plus en plus à, on va dire, faire de la place. Et donc, quand il y a des dysfonctions comme ça de sonde, d'extraire l'ancien matériel pour remettre du nouveau matériel. C'est des interventions qu'on appelle d'extraction où on va utiliser des lasers pour enlever toute la fibrose autour des sondes. Et cette étude, c'est la plus large étude qui a été publiée sur les extractions chez les patients cognitos. Qu'est-ce qu'elle montrait? Que finalement, dans plus de 90% des cas, on arrive à extraire les sondes. C'est une procédure qui se passe relativement bien, mais il ne faut pas oublier que c'est des choses qui peuvent être un petit peu risquées, notamment parce que quand les patients ont des sondes depuis 20 ans ou 30 ans, s'il y a des adhérences vasculaires ou même valvulaires, on peut avoir des lésions au niveau des valves qui vont imposer une nouvelle chirurgie. Ou alors, parfois, malheureusement, par exemple, des plaies de la veine cave supérieure qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, ça reste des interventions qui ne sont pas anodines chez ces patients-là. Voilà ce que j'avais à dire sur la stimulation. Je ne sais pas si la pause est bientôt là ou si on parle de défibrilation. Bon, je pense qu'ils viendront nous chercher. Est-ce que vous avez des questions sur la stimulation avant de parler un peu de défibrilation ou pas? Ok. Pour ce qui est de la défibrilation, ce n'est pas une mince affaire non plus. Je vais vous représenter rapidement les principales techniques de défibrilation qu'on utilise, qui sont globalement les mêmes que chez les patients non congénitaux. On a bien sûr le défibrillateur endocavitaire que vous connaissez, qui a ses complications propres.
notamment les infections ou les extériorisations de boîtiers comme ça, les dysfonctions de sonde comme pour les pacemakers, et également les chocs inappropriés chez les patients qui font par exemple de l'arythmie atriale et qui vont avoir des chocs inappropriés. On a bien sûr le défibrillateur sous-cutané qu'on va revoir un petit peu après, et on aura de la même façon que pour les pacemakers épicardiques, on aura également des défibrillateurs épicardiques. Toute la complexité chez les patients congénitaux, c'est que le défibrillateur est un très bon outil. On va pouvoir prévenir les risques rythmiques et donc le risque de mort subite chez ces patients-là. Toute la question est chez quel patient on doit implanter un défibrillateur. Si on prend les patients non congénitaux, on sait déjà qu'on se trompe assez souvent. On n'est déjà pas très très bon, notamment dans les cardiopathies qui sont très fréquentes comme la cardiopathie ischémique. Et pourtant, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de patients à inclure dans les études. Là, les patients congénitaux, on a des tout petits effectifs. Et donc, savoir sur quels critères implanter ou pas ces patients-là, c'est très compliqué. Dans ce contexte, que disent les recommandations? Finalement, en prévention secondaire, on ne se pose pas trop la question, c'est assez normal. Si le patient a fait un arrêt cardiaque ou une tachycardie ventriculaire soutenue ou une fibrillation ventriculaire soutenue, on mettra un défibrillateur, sauf s'il y a une cause aiguë réversible. Et ça, c'est de la prévention secondaire, ça ne pose pas trop de questions. La vraie question, c'est en prévention primaire, chez un patient qui n'a pas encore fait d'arythmie ventriculaire, est-ce que je dois lui mettre un défibrillateur? Et bien, la recommandation, qu'est-ce qu'elles disent? Alors, encore une fois, chez les patients qui ont un VG systémique, on se calque sur les recommandations des patients non congénitaux, c'est-à-dire on prend un patient qui a une dysfonction VG sévère à moins de 35%, on peut lui proposer un défibrillateur en prévention primaire. Par contre, chez les patients qui n'ont pas de VG systémique, et ben là, c'est plus compliqué. La seule cardiopathie qui a des critères un peu spécifiques, c'est le FALO, c'est ce qui est encadré en rouge. Et la recommandation, elle propose de considérer un défibrillateur, c'est du grade 2A, chez les patients qui ont plusieurs facteurs de risque, donc au moins 2, parmi une dysfonction VG, des TVMS, des QRS à plus de 180 millisecondes, ou alors une arythmie ventriculaire qui est inductible à la stimulation ventriculaire programmée. C'est-à-dire on fait une exploration électrophysiologique, on met des cathéters dans le cœur, on stimule le cœur rapidement et on voit si on déclenche une arythmie ventriculaire ou pas. Pour les autres phénotypes, honnêtement, on n'a quasiment aucun marqueur. Les recommandations proposent sur un niveau de preuve très faible chez les patients qui ont une syncope et qui ont soit une dysfonction ventriculaire, soit encore une fois une stimulation ventriculaire programmée positive, de discuter un défibrillateur. Et après, on arrive sur du 2B, notamment dans les VD systémiques. Dans le VD systémique, il est proposé de mettre un défibrillateur éventuellement chez les patients qui ont une dysfonction sévère du VD systémique ou du VU, avec d'autres critères comme des TVNS, des QRS à plus de 140 millisecondes ou une fuite sévère de la valve AV. Mais c'est du grade 2B, donc c'est à considérer, pas du tout systématiquement. Donc finalement, la seule cardiopathie chez qui on a un peu des données, c'est la tétralogie de Fallot. Et il y a même une équipe qui, ça remonte un petit peu en 2008, avait proposé un score de risque pour essayer de voir et essayer de stratifier les patients en bas risque, risque moyen, risque élevé de mort subite pour guider l'implantation des défibrillateurs. Simplement, ce score, il est peu utilisé en pratique pour différentes raisons, mais principalement parce que, si vous voyez les critères qui sont proposés ici à gauche, il inclut notamment des paramètres invasifs comme justement la stimulation ventriculaire programmée ou la pression télédiastolique du VG. Donc finalement, c'est des choses qu'on n'a pas spécialement en routine. Et donc ce score, il est peu utilisé. Par ailleurs, ce score était quand même imparfait. Enfin, quand on le voit comme ça, il a l'air plutôt. Enfin, on a envie de l'utiliser, avoir un score de haut risque avec un taux d'incidence à 17% par an de thérapie appropriée et des patients à faible risque avec des incidences nettement plus faibles. Simplement, il a été développé à partir de patients qui avaient des défibrillateurs. Donc, c'est un peu compliqué de l'utiliser dans une population, on va dire, tout venant de Fallot, y compris des Fallot à bas risque. On a quelques données françaises. On a un registre qui est toujours en cours, qui s'appelle le registre d'AIT4F, qui inclut tous les patients, en tout cas en théorie, Fallot en France qui ont un défibrillateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce registre? Premièrement, que quand on met des défibrillateurs, on ne se trompe pas trop. Vous voyez les taux de thérapie annuelle. En prévention primaire, on est à plus de 7% par an. Et en prévention secondaire, on est à plus de 12% par an, ce qui est énorme. Si on compare à des taux d'incidence de thérapie sur des cardiopathies ischémiques, c'est nettement plus. Simplement, même problématique comme tout à l'heure, si vous regardez les complications, on a à peu près 9% de complications annuelles chez ces patients-là, avec notamment des chocs inappropriés assez souvent, des dysfonctions de son, des infections. Bref, ces patients se servent de leur défibrillateur, mais au prix de complications vraiment très importantes qu'on ne peut pas négliger. Par ailleurs, quand on dit qu'un patient se sert de son défibrillateur, ça veut dire qu'il a donc soit un choc, soit un ATP, donc la stimulation antitachycardique pour des arythmies ventriculaires. Mais ça ne veut pas forcément dire que le défibrillateur lui a sauvé la vie. Il aurait très bien pu faire une TV peut-être pas très rapide et qu'il l'aurait emmené à l'hôpital qu'on aurait traité.
mais on peut pas dire que 7% par an et 12% par an des patients ont été sauvés par le défibrillateur. Et ça, c'est une chose également importante à comprendre. Et donc, si on essaie de faire mieux, c'est quoi nos outils? J'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a le défibrillateur sous-cutané. Pour ceux qui connaissent pas très bien ça, je pense que vous connaissez globalement. Donc, c'est un nouveau type, enfin, nouveau qui est arrivé en 2012 ou 2013 en France, le défibrillateur avec un boîtier. Je finis cette slide et à tout. Un boîtier qui est arrivé donc maintenant il y a à peu près 10 ans en France, qu'on met ici sous la peau avec une sonde qui est au-dessus du sternum ici, et qui a donc l'avantage d'avoir aucun matériel intracavitaire. Et donc, on évite les complications, en tout cas, on limite les risques d'infection, par exemple, systémique ou d'endocardite. Et par ailleurs, cette sonde qui est fixe au-dessus du sternum ne bouge pas à chaque contraction cardiaque. Et donc, on estime qu'il y a un risque de complication de dissolution de sonde qui est beaucoup plus faible. Simplement, il n'est pas parfait non plus. Il ne peut pas faire de stimulation. Il n'a pas la fonction stimulateur. Donc, c'est vraiment qu'une boîte à choc pour traiter une arythmie musculaire. De la même façon, il ne peut pas faire d'ATP, donc d'antitachycardia pacing. Et donc, si vous voulez traiter une arythmie, vous serez obligé de faire un choc. Vous ne pourrez pas stimuler le patient un peu plus rapidement pour arrêter l'arythmie. Par ailleurs, vu qu'il n'a pas du matériel intracavitaire, il se base que sur, en gros, une sorte de ECG qui est reconstruit avec différentes dérivations au bout des sondes et au niveau du boîtier. Et donc, il résonne comme sur un LCD de surface. Et ça veut dire que, en fonction de la morphologie de l'ECG, tous les patients ne sont pas forcément éligibles. Alors, pour un défibrillateur endocavitaire, vous pourrez le mettre à peu près tous les patients si vous avez un accès vasculaire. Là, vous le voyez, en fonction des cardiopathies, on a parfois un tiers, un quart des patients qui ne sont pas éligibles parce qu'ils ont des aspects ECG qui sont incompatibles avec ce type de défibrillateur. Écoutez, je crois que c'est le moment de la pause, donc on va s'arrêter là et on continuera juste après. À tout de suite. Donc voilà, on a vu rapidement les DEF endocavitaires et les DEF sous-cut et les DEF épicardiques avec un peu les mêmes problématiques que les pacemakers, c'est-à-dire que là, je vous ai mis quelques-unes des plus grandes séries piliers. Vous voyez que c'est un peu ridicule, 15 patients et 46 patients, avec des techniques qui sont très hétérogènes. Vous voyez, parfois, donc le code d'élévation, c'est la chose un peu épaisse qu'on voit ici, qui permet en fait de délivrer un choc électrique entre le boîtier du défibrillateur et le coil. Et c'est donc ça qui fait le champ de défibrilation et qui permet d'arrêter l'arythmie. Et c'est très hétérogène les techniques. Vous voyez, là, parfois, c'est épicardique. Là, on peut avoir des coils qui sont pleuraux également. Et donc, c'est un petit peu compliqué de comparer les études ou les différentes techniques. En tout cas, ce qu'on voit, si on prend les principales séries publiées, avec des effectifs qui restent modérés, vous voyez, 22, 8, 7, 15, et sur un délai de suivi à peu près de 2 ans médian, vous voyez qu'à peu près 20 à 25% des systèmes qui dysfonctionnent. Ça peut être des dysfonctions de la sonde de stimulation, du coil, de l'appareil en lui-même. Enfin bref, c'est quand même un problème un petit peu. C'est que on a souvent besoin de faire des réinterventions pour changer un coil, changer une sonde. Cependant, parfois, on n'a pas tellement de choix. Si on a un tout petit enfant chez qui on doit mettre un défibrillateur, on ne va pas lui mettre un gros boîtier ici sous la clavicule avec une grosse sonde endocavitaire. On le fera, mais on sait qu'il y a un risque de dysfonction qui n'est pas négligeable. Il n'y a qu'une seule étude à l'heure actuelle qui a comparé justement la longévité des systèmes entre les appareils endocavitaires et les appareils épicardiques. Vous voyez la courbe à gauche, ça c'est la dysfonction du système globalement. Vous voyez que dans cette étude, le système épicardique avait un taux de survie plus faible. On avait quand même des effectifs qui étaient relativement modérés, vous voyez 39 et 78, avec bien sûr comme principale complication, encore une fois, les dysfonctions de sonde. Alors, j'ai fini avec cette première partie. Là, j'ai mis une photo d'un patient que j'avais vu quand j'étais à Montréal. Juste pour vous illustrer que parfois, les situations sont un petit peu compliquées et on doit réfléchir à faire ce qu'on fait. Et le quiz, parce que c'est un jeu, c'est de savoir combien il y a de devices intracardiaques ou extracardiaques, enfin, en tout cas cardiaques implantés. Bon, après, vous êtes un peu loin, vous avez une excuse, mais combien vous en voyez, ou en tout cas, si vous voulez les citer? Qu'est-ce que vous voyez? Dis-moi le nom des trucs, comme ça on avance. Un def sous-cut, qu'on voit ici, là. Def endo, exactement. Donc, ça fait déjà 2. OK, 3. Quoi? Alors, j'ai plus la réponse sur ce quiz, mais c'est pas impossible. Je suis pas sûr de ce que vous dites quand même. Ça là? Ça là?
Je crois pas qu'il y ait de DFP, mais... Donc on en est à 3 là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est quoi ça? Ah, merde. Pointeur. Ça. Quoi? Là. Et là, il y a autre chose ici. Là. Bon, j'avoue, c'est pas très simple. Mais... Bon, en gros, il y a un clip et il y a un micra. Donc un pacemaker sans sonde. Pardon. Et pourquoi on avait fait ça de tête? Enfin, j'avais rien fait d'ailleurs moi, mais parce qu'il avait un défibrillateur endocavitaire, donc celui-là. Sauf que je crois sa sonde ventriculaire marchait plus, mais son atrial marchait encore et il avait besoin d'être stimulé que dans l'oreillette, pas dans le ventricule. Donc on avait, je crois, pris parti de garder ce défibrillateur que pour la fonction pacemaker de la sonde atriale et donc de mettre un DEF EPI, un DEF sous-cut pour le protéger de la mort subite. Sauf que 2 nuits après, il a fait du BAV nocturne. Donc il fallait qu'on le stimule dans le ventricule, sauf que sa sonde ventriculaire ne marchait plus. Et donc on lui a rajouté un micra. Bon, et le reste, il avait déjà avant. Voilà, c'est quand même probablement pas l'idéal pour ce patient, mais l'histoire s'est fait comme ça. Et tout ça pour vous dire qu'on peut être parfois amené à réfléchir, je ne sais plus c'était quoi sa cardiopathie, mais à réfléchir pas mal. Ok, on va passer à la partie plutôt ablation maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la stimulation ou la défibrillation. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Oui. D'ailleurs, on va bientôt le faire. Mais en gros, pour ceux qui connaissent moins bien, je rappelle brièvement, le micra, c'est le pacemaker sans sonde, une sorte de petite clé USB qu'on va injecter dans le ventricule droit. À l'heure actuelle, enfin, initialement, c'était que des pacemakers VVI, c'est-à-dire qui entendent et qui stimulent que le ventricule. Donc, vous pouvez stimuler que le ventricule. Sauf que depuis pas très longtemps, il y a les micras AV, c'est-à-dire des micras qui, encore une fois, peuvent stimuler que le ventricule parce qu'on n'est que dans le ventricule, mais qui peuvent entendre la contraction de l'oreillette à distance. En gros, ils détectent la contraction de l'oreillette et donc ils stimulent le ventricule après, qui permet d'avoir un synchronisme entre les oreillettes et les ventricules. La question, c'est du coup, est-ce qu'un micra AV peut se synchroniser sur Donc oui, parce que de toute façon, lui, ce qu'il détecte, c'est pas un spike ou quoi que ce soit, c'est vraiment la contraction de l'oreillette. Donc peu importe que ce soit une natif ou une contraction déclenchée par un pacemaker, on peut le faire. On l'a fait d'ailleurs, enfin, on n'a pas encore activé le pacemaker AV parce qu'on pense qu'il va être en BAV, mais il l'est pas encore. Mais on a un patient qui a un pacemaker AAI dans l'oreillette et qui a un micra AV chez nous. Et on pense qu'on va le mettre en bloc bientôt et donc on devra utiliser ça. Mais donc c'est faisable en sachant que les micras AV, c'est pas encore parfait dans le sens où parfois la détection de l'activité atriale n'est pas parfaite. Et par ailleurs, il y a également des micras, enfin, notamment Abbott, sont en train de développer la même chose avec une capsule dans l'oreillette et une capsule dans le ventricule, et donc on aura moins ce problème-là parce que les deux communiqueront ensemble. C'est évidemment l'avenir. C'est pacemakers sans sonde à la fois dans l'oreillette, dans le ventricule, voire dans les deux ventricules. On n'en est pas tout à fait là, mais en tout cas, oui, c'est possible pour répondre à la question. Après, avec la seule limite, c'est que a priori, plus on a une oreillette droite qui est dilatée, moins la détection se fait bien de la contraction. Donc, en fonction de la cardiopathie, si l'oreillette droite est très dilatée, peut-être que ça va pas très bien marcher. Mais... Ouais. On met beaucoup de micras. Après, chez les congénitaux, on n'en met pas encore beaucoup. Plus parce qu'on est, soit parce qu'on a envie de garder un synchronisme atrioventriculaire, et c'est pas toujours le cas, en tout cas pas toujours remboursé dans ces indications-là. Après, je pense que les choses on en mettra beaucoup plus, soit quand on aura vraiment la possibilité de faire du DDD avec 2 capsules, ou alors il y a aussi des startups qui travaillent sur des micras qui se rechargent tout seuls, parce que la problématique, c'est quand même que quand on est simplement très jeune, qu'est-ce qu'on fait dans 15 ans, dans 20 ans, quand on a changé 3 fois l'appareil. Mais il y a des gens qui travaillent justement sur des micras qui vont se recharger tout seuls ou alors à distance. Et une fois qu'on aura ça, je pense qu'on l'utilisera quand même nettement plus. Bon, en tout cas, nous, on a déjà chez l'enfant une indication un peu spécifique, notamment des BAV très paroxystiques. Chez les enfants qui vont très peu l'utiliser et chez qui on va être tranquille peut-être 20 ans et après on réfléchira à une autre stimulation. En tout cas, on l'a déjà mis.
J'ai quelques enfants, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez systématiquement quand il y a une arythmie multiple et est-ce que c'est une ablation qui est considérée comme efficace, ça reste un facteur de risque? Alors, on parle d'arythmie ventriculaire. Bon, on va y revenir en détail après. Mais si c'est pas assez clair, tu pourrais me reposer la question à la fin. Ouais. Chez l'enfant, moi, j'ai jamais fait encore. Jamais fait. Mais après, ça dépend de l'enfant à quel âge. Il faut quand même qu'ils comprennent un peu. En théorie, pourquoi pas, mais j'avoue que la situation s'est jamais présentée. Mais pourquoi pas. Donc, on va passer à la partie arythmie et ablation, où vous aurez des images un peu plus belles. J'espère que ça va vous toucher. Quelques mots d'épidémiologie pour commencer, pour vous expliquer encore une fois pourquoi c'est un problème important. Si on prend les arythmies atriales plus les arythmies ventriculaires, à l'étage atrial, si on prend la cardiopathie complexe, il y a un patient sur deux qui fera de l'arythmie atriale au cours de sa vie, donc c'est énorme. Et à l'échelle du ventricule, donc si on dit que les arythmies ventriculaires sont responsables de la mort subite, vous voyez qu'en rouge, en orange, c'est les morts subites. Vous voyez que ça reste une cause majeure de mortalité chez ces patients-là. La première ou la deuxième en fonction des différentes cardiopathies, mais en tout cas, ça reste une cause de mortalité majeure. Donc, à la fois dans l'oreillette et les ventricules, ces patients font beaucoup d'arythmies. Pourquoi? Je trouve que cette image est assez jolie, même si elle est peu lisible. Il y a à la fois des facteurs qui sont congénitaux, en tout cas préopératoires, et des facteurs qui sont post-opératoires. Tous ces facteurs concourent ensemble à développer un substrat assez unique, favorable au développement des arythmies chez ces patients-là. Je vous détaille pas tout, mais par exemple, si on prend certains facteurs préopératoires, on a typiquement dans l'anomalie d'Epstein une prévalence très importante des voies accessoires qui peuvent donc prédisposer aux arythmies jonctionnelles. Mais on va dire que le gros du substrat se fait post-opératoire pour différentes raisons. On va avoir des patchs, des cicatrices, des choses comme ça qui vont être autant d'obstacles, on va le revoir, autour desquels les arythmies vont tourner, vont s'organiser. Donc c'est pour ça que ces patients font autant d'arythmies et surtout des arythmies organisées, encore une fois, qui tournent, des arythmies réentrantes chez ces patients-là. C'est important également parce que la tolérance aux arythmies peut être très mauvaise. Là, je vous montre l'exemple d'un patient qui avait un switch atrial avec un Mustard en salle de cathé chez qui on induit un flotteur et rapidement, vous voyez en bas, on a une mesure invasive de la pression artérielle. Vous voyez très rapidement une dissociation électromécanique qui apparaît avec finalement une arythmie qui va dégénérer en fibrillation ventriculaire. Ça dépend un peu des phénotypes, mais vraiment, la tolérance peut être rapidement mauvaise. Et donc, ce n'est pas des patients qu'il faut laisser rentrer chez eux tranquillement en voyant si dans 2 semaines, ils seront bien. C'est vraiment des patients, il faut avoir soit l'expertise, soit en discuter avec des collègues qui sont suffisamment experts pour savoir si, justement, en fonction de la cardiopathie, la tolérance peut être rapidement mauvaise et donc garder ces patients pour les prendre en charge très précocement. Typiquement, les Mustard et les Scénic, c'est vraiment des patients qui peuvent très mal tolérer les arythmies atriales pour différentes raisons. Parce qu'ils sont jeunes, donc ils peuvent faire de l'arythmie atriale rapide, et également parce que du fait de leur montage atrial un peu particulier, il y a un défaut de transport sanguin des oreillettes vers les ventricules, et quand les patients passent en tachycardie, on a une vraie chute du débit cardiaque, ça a été montré, qui peuvent être responsables d'un collapsus très rapide. Donc, pourquoi ces patients font autant d'arythmies? Là, je vous montre une version très simplifiée de la dépolarisation électrique autour d'un obstacle central qu'on peut résumer comme ça. Ça, c'est une extrasystole avec forcément, on va dire, le sens de la dépolarisation qui va être modifié. Et il nous manque une chose dans ce modèle pour que ce soit un modèle parfait pour une arythmie qui va perdurer, c'est rajouter une zone de conduction lente. Pourquoi? Parce que si vous mettez une extrasystole dans ce modèle-là, elle va pouvoir bloquer ici parce que cette zone-là est encore en période réfractaire. Et puis, donc, elle va faire le tour comme ça de l'obstacle et revenir dans cette zone de conduction lente. Et le fait qu'on ait cette zone de conduction lente, ça va permettre finalement à cette zone-là, en sortie de zone de conduction lente, de sortir de la période réfractaire, ce qui va permettre à l'arythmie de perdurer. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Il faut un obstacle central qui conduit par l'électricité, une zone de conduction lente et un trigger, donc une gâchette, qui est l'extrasystole. Et ces patients congénitaux, justement, ils ont tout ça. Donc, c'est un terrain parfait pour faire de l'arythmie. Ils ont un obstacle central qui peut être un patch, une cicatrice d'atriotomie, par exemple, des zones de conduction lente qui sont souvent en bordure de cicatrices et des triggers parce qu'ils vont faire des extrasystoles atriales ou ventriculaires. L'ablation par cathéter, c'est le traitement de première intention. C'est maintenant clair dans les recommandations. Pourquoi? Parce que ça marche bien mieux que les médicaments. Et donc, il ne faut pas tellement se poser la question. C'est globalement le traitement chez quasiment tous les patients. Pourquoi ce n'est pas toujours très simple? Pour différentes problématiques. Encore une fois, pour des problématiques d'accès le plus souvent, soit les accès vasculaires, encore une fois, des longues histoires de réanimation, de chirurgie, donc éventuellement des occlusions acquises, mais également parfois des retours
congénitales, des anomalies congénitales du retour veineux systémique, comme un retour azygose, comme vous voyez ici, avec l'absence de veine cave inférieure sous-hépatique. Et ça, on le reverra, ça complique un peu la tâche pour les ablations, notamment quand on va faire des ponctions transseptales pour passer d'une oreillette à l'autre, parce qu'on utilise des gaines, des aiguilles rigides et on peut pas se permettre avec ces aiguilles-là de monter par la zygose et de redescendre par la veine cave sup et d'aller faire une ponction comme ça. Donc ça complexifie un petit peu les choses, et parce que les anatomies parfois également complexifient la tâche, comme un ponton extracardiaque, forcément vous allez arriver dans le tube et vous n'irez pas dans le cœur, donc il faut trouver des solutions pour aller dans le cœur. Ou je sais pas, par exemple les patients qui ont un switch atrial, forcément l'anatomie et l'éventuelle ponction transseptale est un tout petit peu différente que sur un cœur normal. Comment on fait en pratique? Je vais vous montrer des vidéos un petit peu, mais on utilise donc des systèmes de reconstruction en 3 dimensions pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc là, on a un petit cathéter avec des petites pattes que vous voyez ici, et en gris, c'est le volume qu'on reconstruit en se déplaçant dans les cavités cardiaques du patient. Ensuite, une fois qu'on a reconstruit le volume en gris, c'est assez simple de fusionner ces images avec le scanner. Et donc, le scanner en violet, là, nous donne l'autre oreillette en face. Et donc, on met un peu de transparence. Ça nous permet de savoir exactement où est-ce qu'il faut passer pour accéder à l'autre oreillette. Et on peut ensuite faire la ponction. On va mettre notre cathéter d'ablation ici à l'endroit où on veut passer. On peut faire un peu de scopie pour mettre l'aiguille de transseptale à côté. Et on va passer dans l'autre oreillette ensuite. Donc, je vous montrerai une vidéo un peu plus complète après. Ça, c'est la même chose. Vous voyez encore ici, ça, c'est un switch atrial, un mustard ou un cynique, je ne sais plus, plutôt un mustard, je dirais, avec la ponction qu'on a fait. Et ensuite, on a reconstruit l'autre oreillette en face pour faire la cartographie. On peut même, si on veut, faire vraiment zéro scopie. Vous savez qu'on le fait de moins en moins avec le système de 3D. Et maintenant, même les aiguilles de ponction transseptale, on peut les brancher comme ça sur des pinces croco pour les voir en 3 dimensions. Et donc, faire plus du tout de scopie quand on fait des procédures d'ablation comme ça. Voilà, c'est le moment où on pousse pour passer l'aiguille. Je crois qu'on ne voit pas très très bien. Voilà, on est passé à travers le montage. Ça, c'était l'exemple pour un switch atrial. La même chose pour un ponton extracardiaque, par exemple. On commence encore une fois toujours par un scanner pour bien regarder la position du tube par rapport aux cavités cardiaques. Ensuite, on reconstruit en gris en déplaçant nos cathéters du volume. On vient fusionner avec le scanner pour savoir où est l'oreillette en face. Et on fait la ponction à ce niveau-là. C'est des ponctions qui ne sont pas toujours très simples, voire compliquées parfois. Et on doit le plus souvent, notamment pour les tubes extracardiaques, avec du matériel en Gore-Tex dilaté avec des ballons pour se faire un petit peu de place, parce qu'on a des gaines qui mesurent à peu près 3 mm quand on fait les ablations, et que ce n'est pas toujours simple de faire un trou de 3 mm. Et ça peut parfois nous prendre plus de temps juste pour accéder aux cavités cardiaques qu'ensuite faire l'ablation de l'arythmie. Comment ça marche, encore une fois, pour ceux qui ne font pas trop de rythmologie, comment on comprend quel est le mécanisme de l'arythmie? On utilise des cathéters avec plein d'électrodes comme ceux que vous voyez ici. Et surtout, on utilise une référence qui est ici, là, qui est un cathéter qui va être à un endroit fixe dans le cœur, qui ne bouge pas, qui nous donne une référence temporelle. C'est-à-dire qu'à chaque contraction atriale, par exemple, là, c'est un flotteur rapide, vous voyez ça, c'est la contraction de l'oreillette. À chaque contraction de l'oreillette, on va avoir une référence temporelle et on va déplacer nos autres cathéters partout dans le cœur avec des signaux électriques qu'on va enregistrer sur chaque électrode. Et sur chaque électrode, on va regarder si ce signal il est un peu avant ou un peu après la référence. Et ça va donner une annotation en fonction du délai. Ça peut être, je sais pas moi, moins 10 millisecondes, plus 30 millisecondes. Ça correspond à une couleur. Et cette couleur, ensuite, va nous faire une carte en 3 dimensions pour essayer de comprendre par où passe l'arythmie. Là, je vous montre un premier exemple. C'est un patient qui avait une anomalie d'Epstein, chez qui on fait une carte de l'oreillette droite. Donc là, vous voyez la petite tête du bonhomme. Ça veut dire qu'on le regarde un peu de profil. Enfin bref, là, on a l'anneau tricuspide qui est ici, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure qui est là. Et voilà le circuit qu'on trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Un flotteur quoi? Il n'y a pas de piège, hein? Flotteur quoi? Ouais. Alors comment moi, je n'aime pas trop, mais c'est ça. Moi, je dis souvent péritricuspide, parce que parfois, là, en l'occurrence, c'est vraiment flotteur commun, mais parfois, on peut avoir des péritricuspides qui sont, qui sont un peu compliqués, mais oui, c'est ça, c'est un flotteur commun, c'est un flotteur péritricuspide, on voit bien. Ça tourne comme ça autour de la tricuspide, vous voyez. Et donc, c'est encore une fois cette échelle de couleur du rouge au violet là qui nous permet de savoir que les circuits tournent comme ça. On a fait la ligne d'ablation avec pas mal de points entre donc, la valve tricuspide et la veine cave inférieure, comme un flotteur. Hein. C'est un flotteur commun. Alors, pour aller un peu plus loin, juste pour vous expliquer que quand on fait cette ligne d'ablation, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on a fait. Et donc, il faut qu'on valide cette ligne d'ablation. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On stimule par ici, avec nos cathéters, et on s'assure que l'électricité passe plus dans ce sens-là, mais elle fait bien tout le tour de la tricuspide comme ça.
pour revenir ici. Et finalement, cette carte de couleur là, elle est plus en arythmie, elle est en activation. On voit bien que le rouge, c'est ici, c'est forcément on stimule d'ici. Par contre, le violet le plus tardif, il est là. Ça veut bien dire que c'est bloqué, que ça fait tout le tour, que ça fait comme ça. Normalement, si ça passait encore ici, le violet, il aurait été plutôt là-haut, par exemple. Ça, c'est un patient qui a une CIA qui a été opérée et qui présente une arythmie. À vous de me dire le mécanisme. Là, encore une fois, il y a la veine cave sub qui est en haut, la veine cave 1 qui est là. La ventricuspide, on voit, il est ici. Alors, c'est quoi le circuit? Quelqu'un veut se chauffer ou pas? Là, en blanc, on a une zone cicatricielle, là, comme ça, qui est probablement la cicatrice d'atriotomie. Et en fait, ça a l'air quand même de faire le tour de la cicatrice d'atriotomie, comme ça. Ouais, mais je pense que ça vient mourir ici, comme ça. Ça vient mourir ici, parce que ça passe pas ici. Mais là, on a quand même une boucle qui tourne vraiment autour de la cicatrice d'atriotomie. Ça, c'est le deuxième circuit le plus fréquent. On a la péritricuspide qui est le plus fréquent et le deuxième qui est comme ça, qui tourne autour de la cicatrice d'atriotomie sur la paroi latérale de l'oreille droite. Bon, je vais un peu loin dans les détails, mais je vous l'explique quand même. Quand on fait les ablations, il faut faire gaffe à ne pas avoir de complications en même temps. Et notamment, c'est sur la paroi latérale de l'oreille droite, c'est le nerf phrénique qui se projette. Le nerf phrénique, on l'a tagué ici en violet. Comment on fait? Avec nos cathéters, on stimule sur la paroi latérale de l'oreillette. Et de temps en temps, on va avoir une capture du nerf phrénique, donc comme si le patient avait le hoquet. Ça veut dire que le nerf phrénique il passe à ce moment-là. C'est comme ça qu'on le repère. Et donc, on évite de brûler en regard, sinon on peut avoir une paralysie phrénique chez ces patients-là. Et donc, encore une fois, c'était une ligne pas simple, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de tirs d'ablation. Mais en bas, vous voyez, on a le patient qui est en flotteur. Vous voyez que l'oreillette se contracte très rapidement ici. Et pendant l'ablation, on va avoir le flotteur qui va se terminer. Je ne sais pas exactement à quel moment. Voilà, là, ça s'est arrêté. Et il retrouve un rythme sinusal. Et voilà la ligne finale d'ablation. Encore une fois, pas mal de tirs d'ablation. Et un dernier circuit, je crois. Et là, vous voyez. Alors, on est toujours sur la paroi latérale, mais même plutôt assez postérieure de l'oreillette droite. Et vous voyez, encore une fois, un circuit réentrant qui vient passer par l'isthme critique. Quand on est à l'isthme critique, c'est vraiment la zone de conduction de l'onde dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment responsable du fait que le flotteur continue. Parce que s'il n'y a pas de zone de conduction lente, et ben ça passerait rapidement ici, et en fait, l'oreillette serait déjà en parole réfractaire, et le flotteur se terminerait. Donc là, encore une fois, l'isthme critique est bien ici. Le problème, c'est qu'on avait le nerf phrénique qui se projetait juste devant. Et on a fait des tirs en faisant attention et en faisant bien attention qu'on avait toujours la capture du nerf phrénique à ce moment-là. Ça, c'est un mustard. C'est le premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez bien ici le chenal sup, le chenal inférieur. Ça, c'est l'auricule gauche. Et voilà la carte d'activation qu'on a. Là, en fait, on peut avoir l'impression, à l'inverse de tout à l'heure, qu'on n'a pas quelque chose qui réentre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une boucle. C'est-à-dire que tout vient d'ici, c'est rouge, et puis ensuite, ça se dépolarise de proche en proche jusqu'ici. Donc, on peut avoir l'impression que c'est une arythmie focale qui vient d'ici. L'arythmie focale, donc, c'est l'inverse d'un circuit de réentrée. C'est vraiment un endroit dans l'oreillette ou dans le ventricule qui va décharger rapidement comme ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en face, on a éventuellement l'autre oreillette. Et si on met l'autre oreillette en face, et ben en fait, on comprend que ce n'était pas une arythmie focale. Il fallait simplement aller voir en face pour savoir ce que ça donnait et qu'en fait, c'est un flotteur péritricuspide sur un switch atrial. La seule subtilité, c'est pour ça que j'aime pas spécialement flotteur commun, mais pour les je pense qu'on pouvait dire flotteur commun, mais là, dire que c'est un flotteur commun sur un must-have, je trouve ça un peu compliqué parce que si vous regardez ici le montage, et ben en fait, pour faire l'ablation de la ligne cavotricuspide, donc entre la valve tricuspide et la veine cave inférieure, et ben vous avez le baffle qui passe au milieu, et donc vous allez devoir de toute façon faire la ponction transbaffle pour faire cette ablation-là. Donc c'est pour ça que j'appelle pas ça un flotteur commun, mais en tout cas, c'est clairement un flotteur péritricuspide. Ça, on verra plus tard. Ça, on va zapper. Ensuite, c'est pas toujours simple d'avoir des lésions efficaces chez ces patients-là pour différentes raisons.
mais on a des outils qui sont de plus en plus performants, qui nous permettent d'être également de plus en plus performants. On a des nouveaux cathéters qui sont très sophistiqués, comme vous le voyez à gauche, qui ont pas mal de technologies embarquées. Par exemple, il y a l'irrigation qui permet de créer des lésions plus profondes. On a également des capteurs de contact qui nous permettent de savoir si on est bien en contact avec la paroi et donc de s'assurer d'un bon contact pour avoir des lésions efficaces. Tout ça pour parfois réaliser des ablations très profondes. Vous voyez ici, par exemple, un patient qui avait une chirurgie de fond de temps, qui avait une paroi atriale à 14 mm, c'est vraiment énorme. Donc forcément, si vous devez être transmural, c'est-à-dire faire une lésion d'ablation qui fait l'ensemble de la paroi, et vous avez besoin de faire des lésions qui sont à haute énergie pendant un certain temps avec un contact optimal et surtout une irrigation. J'ai mis quelques vidéos qui résument un peu des cas en très accéléré. Donc là, c'est un patient qui a un saigning, encore une fois. On commence toujours par le scanner pour... je ne pourrais pas faire stop du coup. Bon, c'est vraiment version accélérée. Et là, vous voyez la carte d'activation qui est incomplète, c'est-à-dire qu'il manque une partie du cycle et donc on pense qu'il y a une partie de la rythmie qui est dans l'autre oreillette. Donc on décide de faire la ponction. Avant de faire la ponction, on prend bien du temps à bien définir l'anatomie, comme vous voyez ici. On vient fusionner les images du scanner, comme ça. Comme ça, on est sûr de pouvoir bien repérer la zone où on va faire la ponction ensuite. Ensuite, manuellement, comme ça, on identifie une zone qui nous paraît être intéressante pour faire la ponction trans. On vient mettre notre cathéter d'ablation dessus, comme ça. Et ensuite, on va venir coller notre aiguille transseptale à côté pour faire la ponction transseptale. Une fois qu'on a fait la ponction, on peut faire la carte de l'autre oreillette pour essayer de mieux comprendre le mécanisme de l'arythmie. Je vais essayer. Excusez-moi. On va la revoir. Je ne sais pas pourquoi je peux l'avancer, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, on repère la zone. On met le cathéter d'ablation, on met l'aiguille transseptale dessus, on pousse. Et on arrive dans l'autre oreillette, vous voyez, avec le cathéter, hop. Ensuite, on fait le mapping de l'autre oreillette. Et donc finalement, c'est encore une fois un flûteur péritricuspide. Et donc là, on commence la ligne d'ablation. Vous voyez, en bas, ça va s'arrêter. Avec le rythme péritonus nasal ici. Voilà, je crois qu'il y a un ou deux exemples en plus. Alors, c'est encore une fois un mustard, mais lui qui avait un problème d'accès, c'est-à-dire qu'il avait un retour azygose, donc on a dû passer à travers le foie. Ça nous arrive rarement, mais ça peut arriver. On fait des ponctions des veines sous-hépatiques sous écho. On a mis également un cathéter par voie jugulaire pour être plus à l'aise. Pareil, on repère la zone la plus propice à la ponction transseptale. On met un cathéter de référence par voie jugulaire. On fait la ponction du coup par voie transhépatique. Et là, on avait dû dilater au ballon pour passer. Donc, le ballon est bien trop grand, mais on n'avait que ça sous la main. Il nous faut la dilater au ballon pour passer de l'autre côté. Et là, encore une fois, on a le circuit qui, pour le coup, était plus original parce qu'il était biatrial. Vous voyez bien que ça passe à travers une oreillette, ça passe à travers l'autre. Finalement, on aurait pu faire juste une ablation là, on n'aurait pas eu besoin de faire la ponction transseptale, mais on ne le savait pas au début. Ça aurait pu être plus simple que ce qu'on a fait. Un autre exemple, j'ai un patient qui a une atrésie tricuspide et un fonton intracardiaque. Encore une fois, on commence par le scanner. Vous voyez le tube intracardiaque. Toujours un peu le même principe. Hein. Avec ces reconstructions en 3 dimensions et le scanner, nous, on fait tous ces ponctions, on les fait sans ETO maintenant. On utilise l'ETO vraiment que si on n'arrive pas à faire la ponction, mais globalement, on arrive à faire tout ça maintenant sans ETO et sans avoir de complications particulières. Vous voyez, le circuit était assez original. En fait, c'était un tube intracardiaque, ce n'était pas un tunnel latéral.
Et on avait vraiment un circuit qui tournait autour du tube comme ça. On a pu l'arrêter comme ça. Donc, c'est pas toujours des péritricuspides. Parfois, on a des circuits très complexes. Et d'ailleurs, chez ce patient-là, il me semble qu'on en avait plusieurs. Ouais. Je crois qu'on a vu autre chose. Voilà, on a vu un deuxième flotteur par la suite. Voilà, ça pour montrer un peu quelques images et de dire que les circuits peuvent être assez variés quand on commence à s'attaquer à des oreilles qui sont très cicatricielles ou multi-opérées, même si le circuit péritricuspide reste le circuit le plus fréquemment rencontré. Voilà, là, il y a une troisième arythmie. Bon, ça, c'est un peu technique. Voilà, je crois que je vous ai mis juste un exemple dans le ventricule. Sur un patient qui a une tétralogie de Fallot. Donc ça, c'est en partie son ventricule droit. Oui, on n'a pas tout reconstruit, mais on a reconstruit principalement la chambre de chasse et la zone qui est souvent impliquée, c'est-à-dire entre le page de CIV ici, qu'on va avoir en voltage, et la voie pulmonaire. On a dit une première arythmie ventriculaire qui est très mal tolérée, donc on prend quelques points d'activation, on a dû l'arrêter rapidement, mais on avait quand même l'impression que ce circuit tournait autour de la voie pulmonaire. Et donc il passe dans l'isthme, je vais vous le redire un peu, mais l'isthme qui est le plus fréquent, c'est-à-dire entre le page de CIV et la voie pulmonaire, qu'on appelle l'isthme 3. On a dû une seconde arythmie ventriculaire qui est très bien tolérée, mais un petit peu mieux, ce qui fait qu'on peut la mapper un petit peu plus. Et on a une activation dans l'autre sens, plus un circuit qui tourne ici. Donc finalement, on ablate en tachycardie parce qu'il arrive à tolérer un petit peu l'arythmie quand même. Vous voyez qu'on est en TV là. Et finalement, bon, le cathéter n'est pas très stable, mais on a réussi à l'arrêter ici. Et ensuite, on a complété la ligne pour avoir vraiment un bloc complet et traiter finalement ces deux arythmies ventriculaires qu'on a dû en dedans. Ouais, il y a beaucoup de points, mais c'est une zone qui n'est pas toujours très simple pour avoir un vrai bloc, parce que c'est une région qui peut être assez épaisse, et puis en plus on a l'aorte en regard. Ça, c'est les chiffres qu'on avait fait à l'HEGP en 2019, mais chez nous, comme partout, d'ailleurs, ça augmente beaucoup chaque année. On a maintenant plus de 70 ablations juste de congénitales adultes par an. Si on prend les cardiopaties qui sont le plus fréquemment traitées, on a la tétralogie de Fallot qui arrive en tête. Après, CIA, transport des gros vaisseaux, CAV, double dyspermance, Foutan, Epstein. Après, on a d'autres choses. Mais globalement, c'est les cardiopathies auxquelles on est le plus confronté. Alors, la légende n'est pas simple, mais c'est pour vous dire que c'est globalement les ablations de flotteurs et tachycardiatriales qui prédominent largement. On a bien sûr quelques ablations de TV, de réentrée sur voie accessoire ou réentrée nodale ou de FA, mais globalement, les ablations d'arythmie atriale organisée, flotteur ou TA, c'est de très loin ce qui prédomine. Pour vous dire que les résultats s'améliorent, vous voyez, il y a encore quelques années, on avait un patient sur deux qui n'avait pas de succès aigu en termes d'ablation, mais ça s'améliore pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'on a des outils qui sont bien plus performants qu'avant, notamment les systèmes de mapping que je vous ai montré, où maintenant c'est assez clair. Enfin, c'est rare qu'on n'arrive pas à comprendre le mécanisme d'une arythmie. On a en plus des cathéters qui permettent d'avoir des lésions plus efficaces, et en plus, on a de plus en plus de patients, donc on les ablate de plus en plus, et donc on connaît de mieux en mieux ces patients-là. On sait de plus en plus facilement sur quoi on va tomber quand on commence une procédure. Alors après, ça c'est les taux de succès aigus. On a quand même des récurrences, des récidives, on peut pas le nier, qui vont dépendre un petit peu si on considère les récidives de toutes les arythmies, ou alors simplement de flotteur, ou alors du flotteur qu'on a ciblé et le patient en fait une autre. On a clairement des récidives et il faut qu'on s'améliore pour le pronostic à long terme de ces patients, même si c'est tout à fait concevable d'ablater ces patients plusieurs fois. Hein. Ces patients, ils sont quand même bien améliorés par l'ablation. Si 2 ans après, il faut refaire une ablation, on refait une ablation. En termes de perspective, là, je vous ai mis un exemple de tétralogie de Fallot avec les 4 isthmes qui sont bien décrits dans le ventricule. Encore une fois, comme pour les défrateurs, la tétralogie de Fallot, c'est vraiment l'arythmie, le phénotype le plus étudié. On a vraiment 4 isthmes, donc zones de conduction lente, qui sont vraiment impliquées souvent dans ces arythmies ventriculaires, qui sont le premier entre l'anneau tricuspide et l'éventuelle cicatrice de ventriculotomie, le 2 entre cette cicatrice de ventriculotomie et la voie pulmonaire, le 3 entre le page de CIV et la voie pulmonaire, et le 4 entre l'anneau tricuspide et le page de CIV. De très très loin, c'est quand même l'isthme numéro 3 qui est le plus souvent impliqué dans la tétralogie de Fallot, c'est-à-dire entre le page de CIV et la voie pulmonaire. Et il y a des travaux qu'on va étudier un petit peu ça, notamment ce très beau papier fait par les Hollandais et les Bordelais en 2017 maintenant, où ils regardaient les caractéristiques des isthmes de ces arythmies ventriculaires. Et en fait, j'ai essayé de prédire finalement chez quel patient allait avoir des arythmies ventriculaires inductibles ou allait faire des arythmies en fonction des caractéristiques de ces isthmes. Ils ont trouvé que
En gros, plus l'isthme était étroit ou long, et ben, c'était propice à faire des arythmies ventriculaires. Et surtout, le meilleur facteur qu'ils avaient pu identifier, c'est la vitesse de conduction ralentie. Je parlais de zone de conduction tout à l'heure, avec un cutoff à 0,5 mètres par seconde. C'est-à-dire que si en rythme sinusal, la vitesse de propagation dans l'isthme était inférieure à 0,5 mètres par seconde, et ben, a priori, c'était un isthme qui potentiellement pouvait être impliqué dans les arythmies ventriculaires par la suite. Alors, on est encore un peu au début on va dire, de cette réflexion-là, mais c'est quand même quelque chose qui est très prometteur dans le sens où on pourra peut-être un jour déterminer à l'avance ces isthmes-là qui seront potentiellement responsables des arythmies et possiblement les ablater de façon préventive avant même qu'ils fassent des arythmies ventriculaires ou de leur mettre un défibrillateur. Ça, je vais passer un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on fait en pratique. Ça, c'est une carte du ventricule droit. En violet, c'est le voltage, donc c'est les zones qui sont plutôt saines. En rouge, c'est les zones cicatricielles. Vous voyez la voie pulmonaire qui est ici cicatricielle et le page de CIV qui est là. Et donc là, entre les deux, vous voyez que c'est le fameux isthme 3 entre le page de CIV et la voie pulmonaire, dans lequel les arythmies s'organisent le plus souvent. On fait une stimulation ventriculaire, comme vous voyez ici, et parfois on déclenche une arythmie ventriculaire quand on stimule comme ça le ventricule très rapidement. Et donc on regarde en rythme sinusal justement la vitesse de conduction au niveau de cet isthme 3, et on voit si elle est ralentie ou pas. Et si elle est très ralentie, ça peut nous pousser en tout cas à proposer éventuellement une ablation préventive chez ces patients-là, même si le niveau de preuve est encore très faible, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier avant. C'est une vraie problématique, mais on en reviendra peut-être un petit peu après sur, vous savez que dans la trachéotomie Fallot, ils ont souvent des revalvulations pulmonaires dans le suivi, parce qu'ils ont une fuite libre, ou alors un obstacle, mais le plus souvent une fuite libre avec un VD qui va se dilater. Et si le patient est symptomatique, ou même s'il est asymptomatique, mais que son VD se dilate trop, on va lui mettre une valvulation pulmonaire. Or, typiquement, si par exemple on déploie une valve pulmonaire ici, dans la valve pulmonaire, ça peut empiéter un petit peu sur cette fameuse isthme 3 là, qui est responsable de la majorité des arythmies ventriculaires. Et donc, il y a toute une réflexion qui vise à savoir est-ce qu'on doit explorer ces patients avant de mettre une valve, parce que peut-être qu'une fois que la valve sera en place, peut-être que soit on risque d'endommager la valve si on va faire une ablation, ou alors tout simplement la valve va couvrir une partie de cet isthme-là et donc après ne sera pas forcément accessible pour une ablation. Par ailleurs, on sait qu'en plus, parfois on peut ne pas être suffisamment efficace quand on fait l'ablation et qu'on peut demander au chirurgien de venir finir le travail en faisant une ligne de cryoablation pendant la chirurgie. Tout ça nous mène à la réflexion de est-ce qu'on doit faire une stimulation ventriculaire chez les patients Fallot avant la valvulation, mais on en reparlera juste après. Et donc, genre, je sais plus c'est dans le ventricule que tu posais la question, mais en effet, on en est là, on en est à savoir est-ce qu'on doit faire des lignes d'ablation préventive ou pas. Dans l'oreillette, ce qu'on fait actuellement, dans le ventricule, ça serait pareil, on traite l'arythmie clinique. Le patient est venu en arythmie, on a traité l'arythmie. Et ensuite, on en profite, et là, c'est la plupart des équipes qui font ça, d'essayer de déclencher n'importe quelle autre arythmie. Et si on en déclenche d'autres, on les brûle en se disant qu'il y a quand même un risque qu'un jour il fasse cette deuxième arythmie, et autant la traiter maintenant qu'on est là. La vraie question, c'est chez les patients chez qui on ne déclenche rien d'autre, est-ce qu'on doit aller faire des ablations prophylactiques? Et là, encore une fois, il y a différentes équipes, mais vous voyez, on peut s'aider notamment de cartes de voltage avec la zone cicatricielle, et on peut peut-être penser qu'on peut aller, par exemple, relier des zones cicatricielles ensemble pour prévenir d'éventuelles autres arythmies, même si le jour J, il n'y a pas d'autres arythmies qui sont inductives. Et c'est pour ça que le plus souvent, tout à l'heure, je vous montrais la cicatrice d'atriotomie, on peut être amené à faire des lignes préventives entre l'atriotomie et la veine cave inférieure parce qu'on sait que c'est le deuxième circuit le plus fréquent. Donc typiquement, un patient qui vient en flotteur commun, on fait le flotteur commun, un Fallot par exemple, si on déclenche rien d'autre, on se pose la question et le plus souvent, on fait au moins une ligne d'ablation préventive entre la cicatrice d'atriotomie et la veine cave inférieure. Juste pour vous montrer un peu ça, il y a peu de centres qui l'utilisent en France, mais je pense qu'il faut que vous sachiez que ça existe. Je vous ai montré là des ponctions transseptales ou transbaffles ou transtubes un peu compliquées. Il y a des équipes qui ne font pas trop ces approches-là et qui utilisent plutôt le guidage robotique. Comment ça marche? C'est des gros aimants qui sont de part et d'autre des patients comme ça, qui permettent en fait d'avoir des mouvements de cathéter beaucoup moins directs que nous quand on le fait manuellement, si j'ose dire. Ce qui fait que, par exemple, pour un fontan extracardiaque, ils ne sont pas obligés de passer à travers le tube, ils peuvent très bien passer en rétrograde par l'aorte, descendre dans le ventricule, puis remonter dans l'oreillette, et donc avoir un trajet quand même beaucoup moins direct. Et donc c'est vrai que c'est très précis. Je ne vais pas y arriver. C'est très précis et ça offre certaines solutions. Ce n'est pas parfait non plus, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, ça marche comme ça. Les aimants, ils bougent et ça modifie la direction d'un champ magnétique. Et en fonction de ce champ magnétique-là, on peut déplacer notre cathéter avec une simple souris. Vous voyez, et être très précis. Bon, je pense que ce n'est pas si simple de faire ce qu'ils font en one-shot, mais en tout cas, on peut être très précis avec ce cathéter. Comment ça marche en pratique? C'est très simple. On a juste
une souris installée confortablement sur son fauteuil. Et donc, on choisit la direction du champ magnétique avec la flèche et ensuite, on pousse la molette vers l'avant, vers l'arrière et ça permet de déplacer le cathéter comme vous le voyez ici. Pourquoi c'est pas parfait? Pour différentes raisons, mais notamment parce que, à l'heure actuelle, en tout cas, on déplace simplement un cathéter d'ablation en bout. Et comme je vous l'ai montré, pour bien comprendre le mécanisme d'une arythmie, il nous faut ces cathéters multi-électrodes qui permettent d'avoir une densité de points énorme. Donc, à l'heure actuelle, on peut déplacer qu'un seul cathéter avec deux petits électrodes au bout. Donc, c'est bien pour l'ablation et faire des trajets très particuliers, mais on prend point par point d'activation comme ça, donc c'est pas toujours idéal pour bien comprendre le mécanisme de l'arythmie, qui est quand même une part non négligeable du travail. Donc pour finir là-dessus, ensuite je vous ferai des petits cas cliniques relativement brefs. En termes de pacemaker, c'est quoi les perspectives? En termes d'indication, les choses ne risquent pas trop de bouger, ça va être plus sur les nouveaux outils qui seront à notre disposition. La resynchro, on doit surtout définir les indications dans les cardiopathies un peu particulières, les VD systémiques ou les ventricules uniques. Et on croit beaucoup au leadless, en espérant que les nouveaux outils qui permettront du DDD, voire du CRT en leadless vont arriver. Et j'espère également des appareils qui se rechargeront, ou en tout cas qui se rechargeront ou tout seuls, ou alors qu'on pourra recharger à distance qui vont apparaître. Pour les défibrillateurs, on a des outils qui sont très efficaces pour prévenir la mort subite, mais avec des taux de complications qui sont énormes. Et l'enjeu va être d'améliorer la stratification du risque rythmique et phénotype par phénotype, parce qu'on ne peut pas raisonner quel est le risque de mort subite chez les patients congénitaux. On doit vraiment, phénotype par phénotype, et c'est ça qui est bien compliqué, proposer des outils spécifiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes up-to-date, mais la semaine dernière est paru un nouveau score de risque pour les arythmies ventriculaires et la mort subite dans les VD systémiques, à travers une cohorte assez impressionnante de plus de 1000 VD systémiques. Et a priori, il faudra que ce soit validé dans des cohortes externes, mais des performances qui ont l'air quand même intéressantes justement pour stratifier le risque rythmique de ces patients. Et pour l'instant, c'est le meilleur outil qu'on a à notre disposition parce qu'on n'avait pas de critères spécifiques chez ces patients-là. Donc ça, c'est vrai pour les VD systémiques, mais ce sera vrai pour d'autres cardiopathies, j'espère, dans les années à venir. Et pour l'ablation par cathéter, on sait qu'on s'améliore, on sait clairement qu'on fait mieux que le traitement pharmacologique, mais c'est pas parfait non plus. Il y a une vraie question sur la place de l'ablation préventive chez ces patients-là et déterminer, on va dire, les critères qui nous permettront d'être sûr que, ou en tout cas d'être sûr, de vraiment penser que ces différents isthmes potentiels, quand on fait des explorations, sont responsables d'arythmie et donc doivent être ciblés même si le patient n'a pas d'autres arythmies inductibles. Et après, il y a une vraie problématique qui est la fibrillation atriale qui va augmenter de façon très importante ces prochaines années et on ne sait pas exactement comment on doit la traiter. Vous savez que l'ablation de la fibrillation atriale chez les patients non congénitaux repose avant tout sur l'isolation des veines pulmonaires. Mais si on prend un exemple tout bête, un patient qui a un fond de temps extra cardiaque ou qui a un fond de temps classique plutôt avec une oreille droite énorme qui fait de la FA, est-ce qu'il faut aller faire une ponction transseptale pour faire isoler les veines pulmonaires gauche sur une oreille gauche qui est toute petite? J'en suis pas convaincu et donc on n'a pas encore à l'heure actuelle le substrat spécifique à chaque phénotype à aller cibler. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, j'ai quelques cas cliniques, mais est-ce que vous avez des questions particulières ou pas déjà? Du coup, je me rappelle plus de ta question, mais je ne sais pas si c'est une autre. Mais... Ouais. Ah ouais. Bon, en fait, on va en parler dans. Non, en plus, c'est vraiment vrai. On va en parler après. Mais tu me la reposes à la troisième fois à la fin si c'est pas assez clair, d'accord? Bon, en gros, le diapo est long, mais parce qu'on va tout sauter parce que c'est quasiment les mêmes diapos. C'est juste qu'on va faire quelques cas rapidement. Voilà. Premier cas, un patient de 48 ans, chirurgie de mustard, essoufflé depuis une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un petit peu loin, c'est vrai. Comment? Ouais, flotteur. Bon, déjà, un mustard ou un seeding, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont très souvent des dysfonctions sinusales. Donc, au repos, il ne bouge pas. Déjà, il est un peu rapide, c'est un peu louche. Il faut bien voir qu'en effet, on a des ondes P qui sont là qu'on voit bien. Et là, en V1, on voit bien qu'il y en a une sur deux qui est bloquée. Donc, c'est du flotteur en 2 pour 1. C'est quoi votre prise en charge, du coup? Alors, on propose 4 versions.
Comment? Donc, vraiment, c'est ça. Est-ce qu'on met des médicaments à part l'anticoagulation? Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait l'évaluer, mais pourquoi pas. Et quoi d'autre? S'il n'y a pas de valvulopathie, on peut mettre les NACO. Les NACO, ouais, on peut. Est-ce qu'on met un autre médicament ou pas? Les bêta-bloquants. Ouais, on met des bêta-bloquants. C'est important dans les... Alors là, il n'est pas très très rapide, hein, il est en 2 pour 1. Mais peut-être qu'à l'effort, il peut faire du 1 pour 1 et pour le coup être très mal toléré. Donc ça a été montré dans les switches atriaux que les bêta-bloquants, chez les patients qui font de l'arythmie atriale, améliorent le pronostic. Donc il faut vraiment donner des bêta-bloquants pour, encore une fois, éviter qu'il passe en 1 pour 1, parce qu'il pourra très mal le tolérer. Alors après, cardioversion, cordarol, tout va dépendre. En gros, on ne peut pas le laisser en flotteur 3 semaines ou 1 mois, ce patient-là. Donc soit vous avez une place pour l'ablater rapidement, et c'est quand même l'idéal, ou alors pourquoi pas un effet cardioversion puis l'ablation. Après, la médarol, moi, j'aime pas trop dans le sens où si on l'ablate dans 1 mois et qu'il est plus inductif parce qu'il est plein de cordarone, on serait un peu embêté. Et même, c'est toujours mieux de l'ablater rapidement parce qu'on est sûr du circuit, alors que si on cardioverse, peut-être qu'on va induire autre chose qui ne sera pas forcément le flotteur clinique. Et bien sûr, c'est l'occasion, c'est vrai pour tous les congénitaux, mais je le répète ici, de vraiment refaire un plan hémodynamique complet. Ça reste quand même un tournant évolutif de la maladie, l'arythmie atriale ou ventriculaire. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une sténo, j'en sais rien, ailleurs, un problème valvulaire à corriger au décours? Voilà, c'est vraiment important que ces patients, quand ils font un problème rythmique, qu'ils soient révélés par toute l'équipe, notamment les gens qui savent bien faire l'échographie cardiaque. L'introduction dans les arythmies atriales chez les patients congénitaux, c'est assez simple. Finalement, que disent les recommandations? Si c'est une cardiopathie simple, je sais pas moi, une CIA isolée, une CIV isolée, et ben on peut se référer au score CHA2-VASc pour l'indication du traitement anticoagulant. Par contre, dès que c'est une cardiopathie modérée ou complexe, ce qui quand même recoupe la majorité des cardiopathies congénitales, il n'y a pas à réfléchir, sauf s'il y a un risque hémorragique majeur, mais il n'y a pas à réfléchir, il faut anticoaguler les patients. Après, pour ce qui est AVK versus AOD, de plus en plus, on utilise les AOD, mais il y a quand même certaines cardiopathies. Alors après, je pense que c'est un peu type dépendant, mais notamment dans les plus complexes et les frontants, tout le monde n'est pas d'accord pour utiliser les AOD. Mais en tout cas, les AOD, c'est quand même de plus en plus utilisé chez ces patients-là. Là, je vous remettais ça, c'est en effet une étude. Alors, c'est une petite étude à montrer que les patients qui faisaient de l'arythmie atriale avec des bêta-bloquants avaient un meilleur pronostic que les patients qui n'avaient pas de bêta-bloquants. Donc, c'est important de les mettre. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi, justement, c'est très mal toléré les arythmies atriales chez les switch atriaux? C'est parce qu'ils sont jeunes, donc ils peuvent avoir une connexion AV préservée, donc très rapide. Parce qu'ils ont un VD systémique, vascularisé uniquement par l'artère coronaire droite, avec donc des possibles ischémies, ça a été démontré. Et surtout, ça a surtout été démontré que ce montage atrial un peu bizarre, et dès que le patient s'accélère un peu trop, il y a un défaut de passage du sang des oreilles ventricules avec vraiment un débit cardiaque qui s'effondre de façon importante. Ça, on en a déjà parlé. Ça, j'ai parlé aussi. Ok. 46 ans, une femme, atrésie tricuspide avec un fronton extracardiaque qui se donne palpitation. Ouais, il y a un pacemaker après dans l'histoire. Alors? Un aspect de flotteur. De flotteur? Ouais. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que, marrant, je sais pas, mais ça ressemble à, selon moi, en tout cas, un flotteur commun. Vous voyez, en D3, là, AVF, ça ressemble vraiment à un flotteur commun alors que le patient a une atrésie tricuspide. Donc, a priori, il n'a pas
Enfin, elle n'a pas de valve tricuspide. C'est quoi votre prise en charge pour le coup? Globalement, c'est la même chose. Hein. Juste pour vous dire, mais vu qu'on en a déjà parlé avant, vous savez que c'est faisable, c'est que c'est pas parce qu'elle a un tube extracardiaque et donc forcément avec un accès au cœur bien plus compliqué qu'on peut pas faire d'ablation, y compris dans les cardiopathies les plus complexes, et c'est bien marqué noir sur blanc dans la recommandation. Le traitement de première intention, c'est l'ablation, à condition que ça fait dans un centre qui a l'habitude de faire ça. Mais c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a fait là d'ailleurs. Donc c'est l'image que vous avez déjà vue tout à l'heure. On a fait la tube extracardiaque, et donc là, c'était assez original. Donc, c'est une atrésie tricuspide. Vous voyez qu'il y a une valve mitrale qui est ici et il y a le tube extracardiaque qui est derrière ici. Et en fait, donc il n'y a forcément pas de valve tricuspide. On a quand même repéré une petite zone cicatricielle ici, probablement en rapport avec cette anotricuspide atrésique cicatricielle collée au signal du IS, donc qui nous va très bien avec la localisation. Et finalement, on avait un circuit qui tournait autour de cette valve tricuspide atrétique. Donc, c'est finalement un flotteur commun. Mais là, pour le coup, pour parler d'un flotteur commun, c'est pour ça que je préfère péritricuspide, alors même que le patient a une atrésie tricuspide. Et pour l'arrêter, on a fait une ablation entre cet anneau atrétique et l'endroit où la veine cave inférieure, qu'on voit pas très bien ici, avait été suturée, ici. Donc finalement, même sur une atrésie tricuspide, un circuit possible, c'est quand même un péritricuspide. On a déjà vu. On a fait l'ablation chez cette patiente-là. 6 mois après, on la revoit. Elle n'a pas eu de récidive d'arythmie. Est-ce qu'on arrête le traitement anticoagulant ou pas? Non? Bon, il n'y a pas de réponse en gros, donc on ne va pas trop vous laisser répondre. Globalement, c'est compliqué de donner une réponse comme ça. Ça dépend vraiment de tellement de choses. D'ailleurs, il n'existe pas de guidelines particulières là-dessus. Ça va dépendre. Est-ce que le patient a fait une arythmie dans sa vie, enfin, c'est-à-dire un type d'arythmie dans sa vie, ou est-ce que finalement c'est la 5e fois qu'elle fait du flotteur? Est-ce que c'est, je sais pas, les oreillettes qu'on a mappées étaient très très cicatricielles, on pense vraiment qu'il y aurait la récidive, ou est-ce que finalement plutôt l'oreillette était plutôt saine? Est-ce qu'à la fin, on était très content de nous, on a vraiment stimulé de façon agressive l'oreillette, on n'a rien déclenché d'autre? Est-ce qu'elle a d'autres facteurs emboliques? Est-ce qu'elle a des symptômes pendant l'arythmie? Ça, c'est important parce que parfois, les patients, s'ils sont symptomatiques tout de suite, dès qu'il y aura une récidive, on sera au courant. À l'inverse de patients qui peuvent rester des mois sans symptômes et donc on peut passer à côté avec un risque embolique associé. Et donc, il n'y a pas une seule bonne réponse. Le plus souvent, on a quand même tendance à arrêter les traitements anticoagulants quelques mois après si on n'a pas de récidive. Encore une fois, sauf s'il y a plein d'arythmies documentées, des choses comme ça. Mais ça dépend quand même de la complexité de la cardiopathie. Typiquement, vu que c'est quand même les patients qu'on ablate le plus, si on prend l'exemple d'une tétralogie de Fallot qui fait un flotteur péritricuspide, on l'ablate après 6 mois, il n'a pas récidivé, on n'a pas tellement de raison de lui laisser toute sa vie sous traitement anticoagulant. Après, si c'est un Fallot qui a déjà ablaté 3 fois, qui fait des arythmies maintenant qui sont plus du tout péritricuspide ou périatriotomie, là, on se laissera plus de temps avant de dire qu'il est vraiment traité. Donc vraiment, ça dépend au cas par cas. Et typiquement, chez les patients qui ont des pacemakers, des défibrillateurs ou des réveils, choses comme ça, c'est assez confortable pour nous parce qu'on peut les surveiller même avec la télécardio et être sûr qu'ils ne fassent pas de récidive. Cas numéro 3, tétralogie de Fallot, IP, indication de valvulation pulmonaire, qui fait des TVNS au Holter. Est-ce que vous prévoyez quelque chose avant ou pas? Prévoit quoi du coup? FVP, ouais, alors, on va revoir si on est obligé de le faire, mais en tout cas, on a le droit de se poser la question. C'est ce qu'on avait fait en l'occurrence. Ça, je vous ai montré un petit peu. Je vous ai montré également le rationnel de le faire avant éventuellement une valvulation pour aller ablater cette cyste qui va potentiellement être couverte par la valve, pour pas faire l'ablation après, qui peut être délétère au niveau de la valve mise en place. Et aussi pour vous dire que la stimulation ventriculaire programmée, la seule cardiopathie concomitante dans laquelle ça a été vraiment étudié, c'est le Fallot. Dans les autres, on a très peu de données, notamment dans une étude qui commence à dater, il y a 2004, avec 250 patients, un suivi moyen après la stimulation de 7 ans. Et la stimulation était positive dans 35%, donc on a dû soit une TV, soit une FV dans 35%. C'était associé, comme vous le voyez ici, ça c'est les patients chez qui on déclenché rien du tout, chez les patients chez qui on déclenché une TV monomorphe, et chez les patients chez qui on déclenché une FV. Vous voyez quand même qu'on avait plus d'événements chez les patients chez qui on déclenché des événements rythmiques, même si c'est encore une fois imparfait. Il y a des patients chez qui on déclenchait rien qui faisaient des TV, et à l'inverse, des patients qui faisaient aucun événement dans le suivi alors que leur stimulation était positive. Et donc, j'en viens à comment on utilise la SVP en pratique. Si on suit les recommandations, on devrait l'utiliser comme ça, c'est-à-dire des patients qui ont d'autres facteurs de risque, qui, je vous le rappelle, si tu restes à plus de 180 millisecondes, on parle de Fallot, de dysfonction VG, TVNS ou fibrose du VD.
on se pose la question de def et donc on a envie d'avoir des arguments en plus et c'est la phrase ici dit exactement ça. Les patients qui ont des facteurs de risque, on peut faire une stimulation ventriculaire programmée pour voir si on déclenche ou pas les arythmies. Et si on déclenche une arythmie, c'est un argument de plus pour mettre un défibrillateur en prévention primaire. Ça, on va dire que c'est utiliser les recommandations comme elles sont écrites. Ensuite, il y a avoir une valvulation pulmonaire. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à discuter un petit peu. Depuis les recommandations 2020 de l'ESC, c'est tout nouveau. Avant, c'était traité dans aucune recommandation. C'est proposé maintenant, enfin c'est recommandé en classe 2A de faire systématiquement une stimulation ventriculaire programmée chez les patients qui ont un antécédent de TV soutenu. Donc c'est quand même une toute petite partie des patients, mais un phallo qui a fait de la TV soutenue dans sa vie, il doit avoir une explo pré-valvulation pour voir justement ses isthmes et voir éventuellement les ablatés avant de faire la valvulation. Par contre, la phrase dans la discussion est là pour les patients qui n'ont pas de TV soutenue. Ils disent que peut-être qu'il y a un intérêt, mais que c'est under investigation. Donc on ne sait pas encore s'il faut le faire ou pas. Je vais vous montrer les données qu'on vient de finir de collecter. En gros, il n'y a pas d'étude qui permet d'évaluer ça. On a collecté pendant 2 ans à Paris et à Marine-Lande-Longue et à Lyon et à Toulouse. On a collecté tous les patients qui doivent avoir une valvulation pulmonaire, phallo. On leur a fait une ISEP systématiquement avant pour voir s'il y avait un intérêt ou pas de le faire. On a pris 120 patients du coup, et vous voyez que chez un patient sur 5, près de 22% des patients, on avait une SVP positive. Et quand on avait cette SVP, on pouvait faire des ablations par cathéter, voir des cryoablations pendant la chirurgie, voire leur mettre des défibrillateurs si l'ablation n'était pas suffisante ou si par exemple on déclenchait des EFV qu'on ne pouvait pas spécialement ablater. Ça pour dire qu'au terme de ça, quand on prenait tous les patients phallo, on leur faisait la stimulation pré-valvulation, il y avait à peu près 24% des patients chez qui on modifiait la prise en charge de par une ablation, une cryoablation ou un défibrillateur implantable. Et donc, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même un intérêt de le faire. Alors, peut-être pas systématiquement, mais en tout cas, pas uniquement chez les patients avec des antécédents de TV soutenus. La problématique va essayer d'identifier de certains facteurs qui nous permettront d'être un peu plus sûrs qu'en effet, le patient risque d'avoir une SVP positive et donc bénéficier de ces stratégies. Et dans les principaux critères qu'on a identifiés, même si on est encore en train de travailler dessus, on avait l'impression que, globalement, plus le patient était âgé, plus il avait un VD dilaté, ou par exemple d'autres critères chirurgicaux comme un antécédent de ventriculotomie, ces patients étaient plus à risque et probablement qu'il faudrait les explorer, au moins ces patients-là, avant de l'évaluer. Et donc j'en arrive plus ou moins à ta question, mais tu me diras si c'est… En gros, le futur, c'est un peu ça. C'est quoi? C'est que, OK, le défibrillateur, ça marche bien, mais on a vu qu'il y avait plein de complications. En prévention secondaire, on peut se poser la question, mais les recommandations, elles disent ça, c'est du grade 2B. Les recommandations, elles disent clairement, on peut considérer l'ablation par cathéter en alternative au défibrillateur, c'est-à-dire donc chez les patients qui font de la TV, on ne met pas de défibrillateur, on fait une ablation, à condition quoi? Ils disent 2 choses. Il faut qu'ils aient une fonction biventriculaire préservée, que l'ablation doit se faire dans un centre expérimenté et qu'on a des bons ablation endpoints. C'est-à-dire qu'à la fin de l'ablation, on a décrit, il faut qu'on ait bien compris d'où venait la TV, qu'on ait fait une brûlure des isthmes responsables et qu'on soit sûr que cette brûlure elle est complète avec un bloc bidirectionnel et qu'à la fin, quand on essaie de stimuler le patient, on ne déclenche plus rien. Donc, en tout cas, on a le droit de faire ça. Après, c'est encore une fois du cas par cas. Si vous avez un patient qui fait de la TV, je sais pas moi, à 180 par minute, plutôt bien toléré, à la fin, vous êtes content de votre ablation, je pense qu'il ne faut pas le mettre de défibrillateur. Encore une fois, pour éviter toutes les complications qu'on a vues. Un patient qui fait une TV à 220 syncopale qui perd connaissance et qui a d'autres arythmies inductibles, on va lui mettre un défibrillateur. La question qui est un peu plus compliquée, c'est le patient qui fait une arythmie à 220, pas très bien tolérée, qu'une seule arythmie, vous l'ablatez, vous êtes content de ce que vous avez fait, à la fin, il est plus inductible. Il faut que vous soyez sûr que la brûlure que vous avez faite, elle va durer dans le temps et parfois, on n'est pas tout à fait sûr de ça. Donc, parfois, on est amené à faire ça, ne pas lui mettre de def et de le reprendre 3 mois après pour revérifier ce qu'on a fait, est-ce que ça a bien marché. Mais donc, oui, c'est des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on fait de plus en plus. Je pense que l'évolution naturelle va tendre vers ça, mais faut pas non plus prendre de risques et être trop confiant dans ce qu'on fait parce que, encore une fois, les brûlures sont parfois pas éternelles et il faut se méfier quand même. Mais donc, l'avenir, selon moi, c'est ça. C'est probablement d'évaluer sur certains critères non invasifs est-ce que le patient a un risque ou pas de faire des arythmies. Ensuite, d'aller faire de la cartographie intracardiaque. Soit on déclenche des arythmies ventriculaires et on les ablate. Et le futur encore plus avancé, c'est on déclenche aucune arythmie, mais on repère des isthmes qui nous paraissent pathologiques, qui vont être responsables d'arythmie ventriculaire, et d'aller faire ces brûlures. Et c'est évidemment le futur, mais c'est pas toujours simple de franchir le pas parce qu'on sait qu'on peut être délétère quand on fait de l'ablation aussi. Typiquement, cet isthme 3 là, alors c'est tout petit et vous voyez pas ma souris, mais je vais vous la montrer. Cet isthme 3,
entre le page de CIV là et la voie pulmonaire, donc qui est ici là. Il est parfois un peu épais, parfois difficile à brûler complètement, parfois il faut aller compléter par des tirs à travers l'aorte en face. Et si vous faites une brûlure et que vous n'arrivez pas à faire une brûlure complète, eh ben c'est pire que tout parce que vous aggravez la zone de conduction et donc vous risquez d'avoir plus d'arrêt ventriculaire. Et donc ça part d'une bonne idée, mais vous pouvez aggraver les choses. Donc c'est jamais très agréable. On en a déjà parlé un petit peu. Je vais finir rapidement avec un dernier cas, je crois. Sur un Epstein, 32 ans, qui a une unité qui est référée pour chirurgie, qui sont d'habitation d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous prévoyez quelque chose? Comment? Ouais. Donc on voit une préexcitation, on voit que le PR est court avec un empattement. Je vous montrerai le CG post et pré-avant. Pour vous dire quoi, qu'en effet, dans la maladie d'Epstein, on a des voies accessoires qui sont une prévalence de voies accessoires qui est très importante. Il y a même des équipes d'ailleurs qui font des explorations électrophysiologiques systématiques à tous les Epstein pré-chirurgie. Ils avaient rapporté leurs résultats comme ça en comparant les patients qui n'avaient pas de problème de rythme, c'est-à-dire pas de suspicion de préexcitation et pas de symptômes rythmiques, aux patients qui avaient soit une suspicion de préexcitation, soit des symptômes rythmiques. Et dans tous les cas, ils trouvaient des choses, mais bien sûr, ils trouvaient plus de choses chez les patients qui avaient une suspicion d'anomalie rythmique. La première anomalie étant bien sûr les voies accessoires. Vous voyez, ils trouvaient pas mal d'autres choses, des arythmies ventriculaires, du flutter, des choses comme ça. C'est important parce que après la chirurgie cardiaque, ce sera plus compliqué de faire l'ablation de la voie accessoire qui est forcément naturellement au niveau de l'anneau. C'est vrai pour les voies accessoires, mais c'est vrai pour d'autres types d'arythmies, typiquement un flutter commun. Et post-chirurgie tricuspide, ça peut être plus compliqué de faire une ligne d'ablation entre la tricuspide justement et la veine cave inférieure. Pour une arythmie ventriculaire, s'il y a par exemple une piqûre du VD, ça peut être également plus compliqué pour y accéder. Donc c'est pas systématiquement recommandé, mais en tout cas, si vous avez un doute sur une voie accessoire, il ne faut pas hésiter très longtemps et il faut vraiment aller le faire avant, ou alors s'il y a des palpitations, pour être sûr qu'il n'y a pas une voie accessoire, à ablater vraiment avant la chirurgie, ça c'est important. Ouais, comment ça se passe? Bon, là, je vous montre un exemple d'ablation qui n'est pas le plus bel exemple qui existe. L'ablation, elle est ici, ça c'est le ventricule droit. Ça, c'est la partie atrialisée du ventricule droit un peu cicatricielle. Et là, vous avez l'oreillette et les ventricules. C'est le cathéter d'ablation. Et pendant qu'on fait la brûlure, vous voyez que l'aspect se modifie. Là, il y a l'onde P et le QRS qui sont collés. Et là, vous avez pendant l'ablation l'onde P et le QRS qui sont décollés d'un coup, avec le signal atrial et le signal ventriculaire qui sont pour le coup séparés au moment de l'ablation. Et là, je vous montre le CG pré-ablation et le CG post-ablation. Et c'est assez classique d'avoir finalement, vous voyez, il y a un bloc de branche droite qui apparaît sur le CG post-ablation. Alors, c'est pas qu'on a lésé la branche droite avec l'ablation, c'est simplement que avant l'aspect de bloc de branche droite, il était masqué par cette voie accessoire parce qu'en fait, vous avez donc cette zone, cet ralentissement dans la branche droite, on va dire, qui est compensé par le fait d'avoir une voie accessoire droite, ce qui fait qu'il y a une partie de l'influx électrique qui passe directement au ventricule et donc vous avez une sorte de resynchronisation de par cette voie accessoire. Et quand vous brûlez la voie accessoire, ça passe plus que par la branche droite avec un aspect démasqué de bloc de branche droit. Et d'ailleurs, on dit souvent que si vous avez un Epstein qui n'a pas d'aspect de bloc de branche droit, c'est un peu louche. Méfiez-vous, regardez pas si vous n'avez pas un peu un empattement du QRS qui pourrait vous faire penser à une voie accessoire. Notamment pré-chirurgie, pas de bloc de branche droit. Posez-vous la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire un explo pour éliminer une voie accessoire avant de l'opérer? Il y a une petite vidéo qui est un peu plus jolie. Un petit de 20 kilos qui faisait des crises de tachycardie. Et vous voyez, en fait, toute cette zone-là, ça ne devrait pas du tout passer ici. En blanc, globalement, c'est la zone de l'anneau. Je n'aimais rien. Et en fait, on a une zone très large ici qui devrait être imperméable. Et en fait, c'est une voie accessoire qui est très très large dans les anneaux d'Epstein. Ils ont des voies accessoires qui sont bien plus larges que sur les cœurs sains et qu'on a pu aller brûler. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tirs d'ablation parce que c'était une deuxième procédure et qu'on ne voulait pas se rater, notamment parce qu'il devait aller être en chirurgie après. Mais finalement, on l'a eu avec un bon résultat. Il va pouvoir se faire opérer. Mais vous allez voir, il y a eu pas mal de tirs quand même. Je ne suis pas toujours très fier quand il y a autant de tirs, mais c'était important là. Voilà. Donc après, j'ai des trucs, mais c'est tout intéressant. Ça, on en a déjà parlé. Ça aussi, un peu. Donc voilà pour mes messages. Globalement, les arythmies dans la population congénitale, c'est la première cause d'hospitalisation en urgence et donc c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité.
un des messages les plus importants, c'est que la tolérance peut être rapidement mauvaise et qu'il ne faut pas hésiter à les prendre en hospitalisation ou en tout cas en discuter de façon collégiale pour savoir si on a le temps de se laisser 1 ou 2 semaines à domicile ou si on doit les prendre en charge tout de suite, idéalement par l'ablation, mais éventuellement par la cardioversion maintenant une ablation. C'est surtout l'occasion de refaire une évaluation complète de ces patients-là avec au moins une belle échographie. En première attention, ce sera quasiment toujours systématiquement l'ablation chez ces patients-là, à l'exception peut-être de la fibrillation atriale ou encore, comme je vous l'ai expliqué, on ne sait pas trop quelles sont nos cibles qu'on doit privilégier à l'heure actuelle. Pour ce qui est des défibrillateurs et de la rosynchro, on doit améliorer pour les défibrillateurs notre stratification du risque rythmique pour mieux savoir chez quel patient implanter. Pareil pour la rosynchro, surtout dans les VD systémiques et les VU. Et dans certaines cardiopathies, c'est important de au moins se poser la question et d'en discuter de façon collégiale sur est-ce qu'on doit faire une exploration électrophysiologique avant la chirurgie. C'est vrai pour les phallos avant de valver la voie pulmonaire et pour les Epstein. Encore une fois, certaines équipes le font systématiquement. Nous, on le fait surtout s'il y a des symptômes rythmiques ou si on a un moindre doute sur une préexcitation ventriculaire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que je suis juste à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Ouais. Alors ouais, j'avais mis une image que j'ai passée un peu vite pour essayer de respecter le timing, mais globalement, elles sont autour de l'anneau qui est l'anneau tricuspide. C'est une étude qui reconnaît toutes les localisations de voies accessoires là. Tu vois que tu peux avoir les voies accessoires gauche, mais exceptionnelles. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'anomalie d'Einstein. C'est juste que le patient il a une voie accessoire et une anomalie d'Einstein. Mais sinon, elles sont bien réparties autour de l'anneau tricuspide, notamment postéro-septale, postérieure et latérale. Majoritairement, elles sont là. Celle-là, ça c'est l'anneau latéral, ça. Et l'autre, elle est postéro-septale, celle-là. Ouais, elle était postéro-septale. Donc ça va, c'est raccord avec. Ouais, elle était postéro-septale. Et le plus souvent, elles sont multiples ou larges d'insertion, comme j'ai montré. Et donc, alors parfois, ça se fait en one shot, mais quand c'est la galère, ça peut vraiment être la galère, d'autant plus que cette partie atrialisée du ventricule droit, ça nous complique pour bien savoir où est le vrai anneau et surtout, ça donne des signaux très fragmentés qui sont parfois difficiles à interpréter. Ouais, après, on y va tranquille. On commence par les petites doses. Et puis après, alors, tout arrive, mais si le patient a un flotteur persistant, ça arrive, mais finalement, je trouve que c'est assez rare qu'ils se réduisent d'eux-mêmes une fois qu'ils sont vraiment en flotteur installé. Mais après, on a des petites doses, et bon, ça se passe bien. Encore une fois, ça dépend un peu de est-ce que l'oreille est très malade, est-ce qu'on a induit 5 arythmies différentes ou une seule. On va dire que si la plupart des cas, on a une arythmie, on va dire, clinique et pas d'autres arythmies inductives ou une deuxième, nous, on a tendance à arrêter tous les traitements antiarythmiques après. Mais encore une fois, si c'est une 4e procédure d'ablation, là, probablement qu'on va laisser quelque chose. Mais une première procédure d'ablation, si on est content du résultat, normalement, on va arrêter. Traitement antiarythmique et traitement anticoagulant, on se laisse quelques mois de recul et on voit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Allô? J'ai une question sur la durée de l'anticoagulation après ablation. Vous dites environ 6 mois, il faut réévaluer si en absence de récidive, il faudrait peut-être arrêter. Si les patients jeunes, bien sûr. Ouais, déjà, il n'existe aucune recommandation. Si on lit bien les textes, personne ne se prononce là-dessus et je pense que c'est un peu normal, ça dépend de tellement de facteurs. Et donc, encore une fois, il n'y a aucune règle, on en discute tous ensemble. Mais moi, pour un flotteur, on va dire, un peu classique, avec un circuit qu'on connaît assez bien et on était content du résultat de l'ablation, moi, j'ai tendance à laisser 3 à 6 mois d'ablation et 3 à 6 mois post-ablation et ensuite arrêter. Mais c'est assez personnel, il n'y a pas de recommandation. D'accord, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Si j'y arrive.